C'est un plat qui fait partie de la toute grande famille des plats mijotés qu'on retrouve dans toute l'Europe et même ailleurs, je vais dire, hein. Mes amis de la fête de la gastronomie, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes heureux avec Guy de vous retrouver en ce mois de mi-février 2022. Et Guy va nous parler de la carbonade flamande. Et je crois que Guy a beaucoup de choses à nous dire. N'est-ce pas, Ben Guy? oui, Bonjour. mais oui, ben oui, bonjour à tous, et à toutes. J'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est un plat dont on ne parle peut-être pas très souvent, surtout je dirais en France, parce que c'est un plat qui est extrêmement connu en Belgique. Ah oui. C'est un plat d'hiver également, hein, c'est un plat qu'on mangera plutôt, je dirais à partir de l'automne et jusqu'à la fin, disons, du mois de mars, avril. On peut le manger en toute saison, hein, il y a pas de problème, Oui, mais alors mais c'est quand même il y a un plutôt une plat saison. mijoté, donc Ah oui, c'est un c'est plat un mijoté. plat d'hiver, hein, c'est un plat d'hiver. Ouais. Alors, c'est un plat qui fait partie de la toute grande famille des plats mijotés qu'on retrouve dans toute l'Europe et même ailleurs, je vais dire, hein. Bon, chez vous en France et bon, chez nous, il y a les ragoûts, il y a les civets. Alors, vous avez l'adobe, vous avez le bœuf bourguignon, vous avez, l'Irish stew, aux îles Britanniques, hein, qui est fait avec de l'agneau ou du mouton. Vous avez la goulache hongroise, hein, qui est également un plat, qui est fait avec, de la viande braisée, du bœuf et des légumes, et la carbonade flamande, eh bien, c'est la même chose. C'est un plat qui fait partie de cette grande famille, et alors je me suis un petit peu intéressé à essayer de trouver son origine parce qu'en fait, bon, quand on voit un plat, on se dit: «Bon, on sent bien que c'est un plat qui n'est pas un plat récent, hein». C'est pas de la Oui. nouvelle cuisine, ce n'est pas quelque chose qui est mis sur assiette avec une pince à épiler et à faire des petites gouttes de sauce. Donc on se dit: «Mais ce plat-là ne doit pas être, récent». Je l'ai toujours connu. Bon, ça ne veut rien dire évidemment, je ne suis pas encore si vieux que ça, Oui. bien que je sois né dans l'autre millénaire, mais enfin bon, Oui, moi ça ça aussi, mais ça bon. c'est un peu facile Nous ne pour nous de sommes le pas très dire, vieux tout de même, Guy. tout de même, hein. Bon, mais j'ai toujours connu ce plat-là en famille. C'est un plat qu'on faisait, je dirais peut-être une fois tous les 15 jours, hein, à la Ah maison. oui, ah Ah oui, oui. quand même, oui, oui. Mmh. Donc c'est un plat très courant et je dirais que c'est un plat qui est populaire, mais dans le sens, comment dirais-je? Dans le sens qu'il était, je dirais, réservé, à une classe sociale, qui n'avait pas toujours des grands, grands moyens. Ah Pourquoi? oui, Parce que, ben, c'est un plat mijoté d'une part, mais c'est un plat qui ne nécessite pas des produits coûteux, hein. oui, Je chez vais nous, on vous dirait que c'est un plat de pauvre. je n'irai pas jusque-là, je n'irai pas Bon, jusque-là, mais je dirais que c'était un plat, je dirais, qu'on ne servirait pas, au Palais Royal tout simplement parce que c'est un plat, je dirais, qui ne demande pas de qui n'est pas bon. Il peut être très bon, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire par là que ce n'est pas de la fine cuisine. oui, On ne peut pas le classer dans les plats, disons, de la catégorie de la cuisine bourgeoise. On va plutôt le classer dans les plats de la cuisine populaire, voilà, ah hein, et en oui, disant ça, je ne dis de mal de personne, oui, mais je dis que c'est un plat populaire, c'est un plat roboratif, c'est voilà, mais oui, il faut pas c'est s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Alors, bon, j'ai un petit peu cherché et je suis tombé encore une fois sur des bêtises, hein. Parce que quand on cherche un peu puis qu'on réfléchit surtout, alors il y a entre autres, c'est un plat qui a été très fortement, je dirais, adopté, par les Français du nord de la France, hein. mmh. Parce que toute la partie, je dirais, du nord Pas-de-Calais est fortement influencée dans sa cuisine, pour une fois c'est l'inverse, par les plats, disons, de Belgique, par les plats de Flandre, Ouais. et pour eux, ben bon, c'est presque comme si c'était eux qui l'avaient inventé. Or, il est clair que les carbonades flamandes sont vraiment, je dirais, natives des Flandres peut-être, mais j'ai trouvé des articles qui disaient, ben, pas forcément, c'est pas automatique, parce que ce plat-là est aussi extrêmement, extrêmement réputé en Wallonie. Alors, il faut bien se rendre compte au niveau de la technique que je vais vous expliquer, que c'est un plat qui, à mon avis, doit trouver ses racines au Moyen Âge, et je vais vous dire pourquoi après, hein. Mmh. Alors, dans les bêtises que j'ai trouvées, bon, déjà, au niveau étymologique, bon, il y a le mot carbonade qui peut s'écrire avec un N ou deux N, hein. Oui. Alors, il y a très longtemps, j'avais trouvé l'étymologie dont je vais vous parler juste après, mais dans les bêtises que j'ai trouvées, on disait: «Ah ben oui, c'est un plat de mineurs, hein, qui,
qui faisaient cuire de la viande sur du charbon qu'ils avaient brûlé, etc. Ils faisaient cuire des morceaux de viande comme ça dessus. Bon, bref, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Et j'ai trouvé un autre article qui date apparemment d'il y a quelques années et qui est le fait d'un monsieur qui doit habiter dans le Midi et qui disait que ce plat devait être originaire de la région PACA parce que dans la région comme ça de la Côte d'Azur et de la Provence, on faisait cuire également des morceaux de viande sur du feu, un feu ouvert. Bon, je vous dirais que ça ne tient pas beaucoup la route et pourquoi? Ben parce qu'il y a 400 000 ans, l'Homo habilis au milieu de l'Afrique, il faisait déjà cuire des morceaux de viande sur, je dirais, au barbecue Bah pour oui, appeler ça couramment. C'est pas oui, parce qu'à un moment donné, une technique a existé à un endroit oui. et qu'une recette qui n'a même pas trop d'air d'y ressembler a lieu ailleurs. C'est un peu comme si je disais maintenant que le barbecue américain trouvait son origine au milieu de l'Afrique il y a 400 000 ans. Bon, il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Il y a eu de l'interruption, comme on dit entre eux, hein. Ouais, ouais. Bon, alors, pourquoi est-ce que la thèse des mineurs me semble, je dirais, farfelue et tout à fait inexacte? Bon, pourquoi? Quand on, Alors, quand, quand on voit comment certains l'expliquent, hein, donc on mettait du charbon, on mettait le feu, etc. Bon, est-ce que vous voyez des mineurs qui sont à 400, 500, 600 mètres, 900 mètres de profondeur, oui, hein, qui commencent à faire la pause de midi, hein, qui commencent à rassembler du charbon, qui mettent le feu au charbon, et puis qui ont amené avec eux de la viande crue, et qui vont commencer à la faire cuire sur les braises là-bas, au milieu de la mine, dans le fond de la mine. Ça n'a pas de sens. ah, Ça n'a aucun. pas de sens pour des raisons techniques évidentes. Bah, et La bien sûr. première, la première, c'est qu'il est d'ailleurs très difficile de commencer à allumer un feu avec du charbon de terre, hein. Oui, On a déjà du mal avec du charbon de bois. Je oui, ne vous dis pas avec du charbon de terre. oui, Deuxièmement, vous êtes dans le fond de la mine. Il y a quelque chose qui est précieux dans le fond d'une mine, hein, surtout anciennement, c'était l'oxygène. On oui. ne va donc pas commencer à faire du feu qui va consommer de l'oxygène, Mhm, produire du gaz carbonique dans un milieu fermé, hein. mhm, Alors mhm. maintenant, évidemment, les mines par après, elles ont été, je dirais, ventilées, mais ce n'était pas le cas à l'origine, en tout cas très très mal. Donc on Mhm. n'allait pas brûler des choses dans le fond de la mine. Deuxièmement, il y a quand même un ennemi dans le fond des mines, hein, et cet ennemi, ça s'appelle le grisou. Alors Oui, le grisou, qu'est-ce que c'est? C'est du gaz naturel qui se trouve dans des poches sous terre, qui à un moment donné, quand on creuse, quand on have du charbon, on perçait des poches dans lesquelles il y avait du grisou. Ce grisou se répandait dans la mine. C'est un gaz qui a tué, d'abord parce que c'est un gaz qui est toxique d'une part, mais parce que c'est un gaz qui est extrêmement réactif. Donc la moindre flamme enflammait le grisou, hein. Et ce n'est que lorsqu'on a inventé, je crois que c'est un Anglais qui avait inventé ça, mais je n'ai pas son nom comme ça sous la langue, qui a inventé les lampes de mineurs sécurisées, hein, en oui, séparant la flamme nue par une espèce de fin grillage qui empêchait les gaz de communiquer et la flamme de sortir, jusqu'à l'invention de cette fameuse, je dirais, de cette fameuse lampe sécurisée. Le feu était quasiment proscrit et c'était très, très, très dangereux bien d'allumer le sûr. moindre feu dans le fond de la mine. Et puis, Bien. il y a encore je dirais, une autre raison qui me fait penser que ça ne peut pas être le cas, c'est que lorsque les mineurs, et moi je suis ici dans une région de mineurs, hein, lorsque les mineurs travaillaient dans le fond de la mine, ils étaient payés ou en tout cas intéressés en principe à la tonne de charbon excavé par jour, Ah oui, hein. Donc, vous pensez bien qu'il n'allait pas commencer à s'arrêter, je dirais, à l'heure du repas, commencer à allumer un barbecue ou un feu en tout cas, hein, et commencer à cuire de la viande. Non, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emportaient ce qu'on appelait le briquet. Alors, le briquet, ça ne désigne pas dans ce cas-ci l'espèce de petit appareil qui permet d'allumer sa cigarette, hein. Ils amenaient leur briquet, c'est-à-dire leur casse-croûte, hein, qui étaient généralement des tartines de pain, hein, plus ou moins garnies de quelque chose et emballées dans du papier journal. Ils descendaient avec ça dans le fond de la mine, hein, et puis ben, ils mangeaient en vitesse, hein, en prenant le moins de temps possible pour manger. Ils mangeaient en vitesse leur casse-croûte et puis continuaient à excaver le charbon. Et oui. puis quand ils remontaient le soir, ils prenaient une douche et ils rentraient chez eux où ils faisaient un petit crochet par le café, mais ils ne faisaient pas au milieu de la cour de la mine un barbecue pour cuire de la viande, hein. Donc, vous Oui. voyez, on raconte n'importe quoi. Par contre, ce qu'il y a, à mon avis, qui se trouve derrière ce mot-là, c'est la méthode de cuisson. Alors, c'est une méthode de cuisson relativement lente, hein, ça dure 2 heures et demie, 3 heures, je vous expliquerai pourquoi après. Et il faut un petit peu se remémorer comment on cuisinait, je dirais, dans les temps anciens. Qu'est-ce que les gens avaient à leur disposition? Ils avaient un feu ouvert, un âtre, hein. Ils Mhm. avaient rarement, Oui, dans les milieux modestes, un véritable fourneau. Pour ça, il fallait être, disons, soit dans la bourgeoisie, dans l'aristocratie, dans les châteaux. Mais les gens avaient tout simplement, et on le voit dans les musées de la vie rurale, ils avaient une cheminée ouverte.
hein. Alors, ils cuisinaient dans les régions très pauvres, comme en Flandre, par exemple, avec de la tourbe, hein, de la tourbe séchée, Oui, oui. avec du bois éventuellement, mais je dirais le bois et encore plus le charbon étaient des denrées chères, donc on cuisinait Ouais. avec, je dirais, un petit peu les moyens qu'on avait. Et il y avait toute une série de préparations qui étaient presque exclues. Par exemple, les viandes rôties. Il est connu d'abord que les rôtis, d'abord, c'est une préparation qui est venue essentiellement par l'Angleterre et qui se pratiquait malgré tout dans les châteaux. Les rôtis, c'était des choses qui étaient pratiquées à la table des seigneurs. Mmh. On avait Oui. un feu, on avait des broches, on avait éventuellement un four, on pouvait rôtir de la viande. Et pourquoi est-ce que les rôtis étaient pratiqués par des gens qui avaient les moyens? Parce que pour faire une viande rôtie digne de ce nom, il faut une chaleur très vive. Et pour avoir une chaleur très vive, il faut constamment allumer le feu avec du bois neuf. Or, les gens qui avaient peu de moyens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allumaient un feu, ils mettaient d'abord une marmite à chauffer au-dessus de ce feu quand le feu était vif, tout simplement, parce qu'il faut faire bouillir de l'eau pour faire soit la lessive, soit la toilette, soit du potage, donc pour cuire des choses éventuellement. Et puis, on se retrouvait avec des braises, hein. Mmh. On le voit quand on fait du feu, ben, quand les bûches ont brûlé, il reste les braises. Alors les braises, elles dégagent encore de la chaleur, mais pas de la chaleur n'importe comment, une chaleur qui est relativement douce, hein. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle une marmite hollandaise ou un four hollandais. Alors vous savez ce que c'est, hein? Vous Heu, imaginez une marmite, il y a trois petits pieds en dessous qui oui, sont donc une marmite en fonte. oui. Il y a trois petits pieds. Alors les petits pieds permettent de déposer la fameuse marmite en question sur les braises qui sont encore chaudes, hein. Il y a un couvercle adapté. Alors, ce couvercle, il a je dirais la forme suivante, c'est qu'il a un bord relevé et il a généralement une anse pour pouvoir être pris. Et il y Soulevé. a très Oui, souvent trois espèces de petites languettes, des espèces de tenons d'une hauteur un tout petit peu plus haute que la anse, hein, que la anse oui, oui, de la marmite, que du couvercle plutôt, hein. Et oui. alors, je dirais que, sur la marmite, une fois qu'on avait décidé d'y cuire quelque chose, ça pouvait être du pain par exemple, hein, Mmh, mais ça mmh. pouvait être des éléments qu'on va faire cuire de manière braisée. Eh bien, on remettait avec une petite pelle, on remettait des charbons, des braises sur le couvercle et puis on remettait de nouveau des braises le long de la marmite sur les côtés latéraux, Oui. de sorte qu'elle était quasiment entourée aux 3/4 par des braises brûlantes, des braises encore chaudes, Ouais, hein. ouais, Et ouais. alors, il n'était plus nécessaire. Alors, quand les braises qui étaient rougeoyantes au départ se refroidissaient, on pouvait éventuellement même les remplacer, hein. Mais j'ai vu cette technique-là, en fait, aux États-Unis, dans un musée qui s'appelle le Fort Erie, qui se trouve à l'embouchure de la rivière Niagara dans le lac Erie. Voilà. Mmh mh, Et je mmh. m'y suis un petit peu intéressé en leur demandant ce qu'ils faisaient. Ils cuisaient du pain. C'était un musée, je dirais, un musée vivant. Mmh. Et ces marmites-là sont parfaitement, je dirais, originaires de nos régions, il n'y a pas de problème. Et elles permettent de cuire aussi bien du pain que des éléments braisés. Et il ne faut pas oublier que pour cuire une carbonade, vous n'avez besoin d'entretenir qu'une température relativement faible mais longue. Ce qui veut dire que comme la viande coagule à 59 degrés, dès le moment où vous maintenez, je dirais, votre casserolet à 80, 90 degrés, 100 degrés, ce qui est largement la température que les braises peuvent communiquer, votre préparation peut cuire et vous maintenez ça pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, et votre préparation est cuite. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'étymologie, j'ai trouvé qu'on avait le mot, donc on a carbonade pour la préparation telle qu'on l'appelle maintenant, on avait le mot charbonnade. Et oui. Alors, charbonnade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cuire sur des charbons ardents, sur des Mmh, charbons, sur des mmh, braises, en fait. mmh. Et là, je dirais que la boucle est bouclée, à la fois d'un point de vue technique d'une part, et d'un point de vue, je dirais, sémantique d'autre part, et on oublie les viandes cuites sur des barbecues, hein, à Oui, l'air libre, etc. oui, oui. Voilà. Donc ça me paraît beaucoup plus logique. Alors, Ouais. est-ce que c'est une préparation qui est ancienne? Bon, elle remonte sans aucun problème au 19e siècle et je vais dire même beaucoup plus loin. Pourquoi? Comme vous allez le voir dans les explications que je vais vous donner, c'est une préparation qui est liée avec du pain ou éventuellement du pain d'épices. Ça, c'est une chose. Or, les préparations du Moyen Âge, elles n'étaient pas liées à la farine ni au roux, elles Ouais, étaient liées avec du pain. Ça, c'est la signature des plats du Moyen Âge. ouais, Ce sont des sauces épaissies au pain. oui, Et là, nous avons une sauce qui est épaissie au pain. Donc, de là à dire que c'est une préparation qui remonterait éventuellement au Moyen Âge, il n'y a aucun problème à le dire. C'était d'autre part des préparations de viande cuite en sauce. De nouveau, c'est une préparation telle qu'on en faisait, je dirais, au Moyen Âge. oui. En plus,
Dans certaines variantes, on peut utiliser du pain d'épices à la place du pain quand on a les moyens. Or, le pain d'épices signe également le Moyen Âge. Vous avez une région en Oui. France qui est la Bourgogne, Mmh. et le pain d'épices daterait en Bourgogne de l'époque des ducs de Bourgogne, hein, les Mmh. 4 grands ducs d'Occident, Philippe le Bon, etc. Or, à cette époque, Philippe le Bon était prince de nos régions en Belgique. Il était duc de Brabant, il était comte de Flandre, il était comte de Hainaut, etc. Et il passait d'ailleurs plus de temps dans les Pays-Bas, je dirais septentrionaux, que dans sa propre région natale. Ouais. Donc, et alors, ne pas oublier, c'est qu'à cette époque-là, vous aviez en Flandre le port de Bruges. Mmh. Et au port de Bruges, qu'est-ce qu'on trouvait? Ben, on Les trouvait épices. l'importation de toutes les épices, hein, qui Absolument. venaient par les Portugais. Eh Donc, il y oui. avait du gingembre, il y avait de la cannelle, il y avait du clou de girofle, il y avait du poivre, il y Ouais. avait de la muscade, il y avait du massif, il y avait de l'anis, pour ne citer que les plus connus, les plus habituels. Et qu'est-ce Ouais. qu'on retrouve dans le pain d'épices? Ben, on retrouve toutes ces épices-là. Oui, oui, oui. Donc, de là à dire que la préparation doit dater, à mon avis, du Moyen Âge, je dirais que ça me paraît tout à fait logique Ouais. qu'elle ait été plus ou moins créée, ou en tout cas qu'elle ait vu le jour au Moyen Âge, qu'elle ait subsisté d'une manière ou d'une autre dans certaines couches de la population, et qu'elle soit arrivée jusqu'à nous. Ça me paraît logique, en tout cas que l'ancêtre, je dirais, de cette préparation-là, elle date donc de cette époque du Moyen Âge, et qu'elle ait effectivement vu le jour, comme toute une série d'autres préparations dont j'ai parlé avant dans les pays, je dirais, autres que la Belgique et la France, et qu'elle ait vu le jour, tout simplement, je dirais, à l'époque, on cuisait beaucoup de viande braisée, et que le Ouais. braisage de la viande, quand je dis braisé, c'est plutôt mijoté, en fait, hein. Braisé, c'est Oui. encore autre chose, hein, Oui, techniquement. oui, Mais oui. enfin, qu'elle ait vu le jour de cette manière-là. Mmh. Voilà un petit peu pour l'origine du plat. Alors maintenant, je vais vous donner 2 recettes de carbonade. Je vais vous donner la recette la plus basique, la plus habituelle, et puis je vais vous donner la recette, je veux dire, un tout petit peu plus raffinée. Elles sont bonnes toutes les 2. Je veux dire par là qu'il y a, entre guillemets, la recette, je dirais, un peu plus du pauvre ou plus ménagère, et puis la recette un peu plus gastronomique. Voilà, Oui. tout simplement. Ouais. Alors, heu, d'abord les produits. Si on parle des produits de base, qu'est-ce qu'on a? On a de la viande rouge, on a du bœuf. Alors vous allez me dire: «Oui, mais bon, le bœuf, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une viande qu'on utilisait au Moyen Âge, et cetera?» Moi, je vous dirais que quand j'étais enfant, j'ai fortement entendu des personnes âgées qui faisaient des carbonades, qui en avaient déjà fait, et qui disaient: «Oui, mais une véritable carbonade, c'est une carbonade de cheval». Ah! Alors, je me suis un petit peu intéressé à l'hypophagie. Alors, l'hypophagie, il y a 2 mots en français qui s'appellent hypophagie. Il y en a un qui s'écrit avec Y et l'autre avec un I. Et il ne faut pas les confondre, parce que celui qui s'écrit avec le I signifie la consommation de viande de cheval, et celui qui s'écrit que Y, c'est un trouble alimentaire qui signale, je dirais, l'absence de désir de manger, l'absence de Mmh. faim au moment des repas. Mmh. Donc, on Mmh. parle bien ici de la consommation de viande de cheval. Alors, Mmh. on pourrait en faire une émission complète là-dessus, hein, à savoir quels sont les pays où on mangeait du cheval, quels sont Oui. ceux où on n'en mangeait pas, Oui, oui. quelles sont les époques où on en mangeait, quelles sont les époques où on n'en mangeait pas. Ouais. Alors, pour faire simple, il faut dire ceci, c'est que bon, on va prendre le cas des îles Britanniques et de l'Angleterre en particulier. L'animal est considéré comme un animal quasiment de compagnie. Ben, on ne mange pas du cheval, hein, ou très peu. Oui, Les ça, pays exact. anglo-saxons comme l'Australie, c'est la même chose. Ils exportent du cheval, ils en consomment un peu, mais ce n'est pas vraiment dans leurs mœurs. Ouais, ouais. Alors le Japon non plus, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'en tout cas début XXe siècle, ne mangeait quasiment pas de cheval. On considérait également le cheval comme un animal, je dirais, qu'on vénérait. Alors par contre, dans un pays, alors les pays nordiques, pas trop non plus, voilà. Par contre, tout ce qui est pays de l'Est, et tout ce qui est France, éventuellement même la Belgique, bien sûr, j'ai connu une boucherie chevaline, hein, ben on mangeait du cheval. Alors on mangeait du cheval, pourquoi? Ben parce qu'à une époque, le cheval, c'était l'animal de trait, les tracteurs n'existaient pas. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on faisait avec les chevaux? Bon, pensez un peu aux milliers de chevaux qu'il y avait à Paris pour Oui, tirer les fiacres. oui. Ben, à un moment donné, je dirais, ils mouraient de leur belle mort, ou ils mouraient de vieillesse, mais il fallait bien en faire quelque chose. Donc on n'attendait pas qu'ils meurent, et je rappelle quand même que jusqu'en 1986, parce que j'ai quand même été un petit peu vérifié, les chevaux de la garde nationale, ils étaient vendus au kilo pour en faire des beefsteaks, hein. Ah oui, Ah oui, 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 donc ça c'est pas si vieux que ça. Alors ah maintenant, oui. hein, on leur permet une retraite paisible, et c'est la même chose pour la garde royale en Belgique, hein. Maintenant, je pense que ça a changé suite aux réclamations, et puis au fait que les gens mangent de moins en moins de cheval, mais je dirais que ces pauvres bêtes, après avoir défilé
était mise à l'honneur pendant des dizaines d'années au 14 juillet, ben, elle finissait en saucisson de Boulogne, tout simplement, hein. Oui, oui. Bon. Donc, les véritables carbonades pouvaient être faites avec du cheval. Bon, Mmh. ça dépendait des époques. Alors, le bœuf, maintenant. Ben, vous savez, Claude, comme moi, que quand on appelle bœuf en français un animal de boucherie, ce n'est pas forcément du bœuf, c'est même très Mmh. peu du bœuf. Oui, c'est Anciennement, on utilisait du bœuf. Pourquoi? Parce que l'autre animal de trait par excellence, c'était effectivement le bœuf, hein. Donc, on castrait des jeunes veaux mâles pour les rendre plus dociles, évidemment, à accepter le bas, hein. Et puis, ben, on les attelait à la charrue, on les attelait au chariot de transport, on les attelait à toutes sortes de choses. Et pendant leur vie, qui pouvait aller jusqu'à une trentaine d'années, hein, 20, 25, 30 ans, ben, c'était des animaux de somme. Et puis, ben, après, à un moment donné, quand ils devenaient trop vieux, on les rentabilisait en les mangeant, tout simplement. mmh. Donc, Mmh. c'était de la viande de bœuf. Alors maintenant, la viande de cheval se consomme toujours en Belgique, mais c'est quand même malgré tout de la viande de bœuf qui est consommée et qui sert à faire de la carbonade. Vous Oui, allez me dire quel est le morceau qu'on va utiliser, hein? oui, oui, Alors on ne oui. prend pas du filet pur, on ne prend pas de la côte à l'os, on ne prend pas de la loyau, on ne prend pas, je dirais, des morceaux nobles, on prend ce qu'on appelle des morceaux de troisième catégorie. Et là, je tiens quand même à repréciser qu'il faut absolument éviter de confondre troisième catégorie et troisième qualité. Ce sont des Oui. choses qui sont tout à Ah fait oui, oui, différentes. oui, oui, tu fais La bien de souligner catégorie, ça, oui. elle veut dire que c'est un morceau qui est pris dans une certaine partie de l'animal et qui comprend des fibres plus grosses. Ouais. Pourquoi? Vous avez le morceau qui est tout à l'extrême en première catégorie, ce qu'on appelle le filet pur, hein, avec lequel on va faire des châteaux brillants, des tournes d'eau. Bon, c'est un muscle qui est relativement peu sollicité, c'est un muscle qui a des fibres extrêmement fines et qui, de ce fait-là, est une viande qui est toujours automatiquement très tendre, hein. C'est un morceau de première catégorie. Alors, comme autre morceau de première catégorie, nous avons la loyau, dans lequel on va tailler des rumsteaks. Vous avez en gros, parce que je ne vais pas dire les noms précis, parce que entre la Belgique et la France, les noms sont différents. Si je vous Mmh. dis de la grosse tête, de la plate cuisse et des choses pareilles, ça ne vous dira rien. Donc, vous avez les morceaux de la cuisse arrière, enfin de la cuisse forcément, c'est toujours à l'arrière, qui sont généralement des morceaux de première catégorie. Et puis, vous avez généralement sur la pâte avant des morceaux de deuxième catégorie. Alors, les morceaux de première catégorie se cuisent, je dirais, de préférence poêlés, hein, sautés, grillés, au Oui, barbecue, rôtis, donc des oui, cuissons oui. relativement rapides. Et c'est une viande qu'on mange, je dirais, généralement saignante. Alors, vous avez les morceaux de deuxième catégorie qui, eux, vont avoir une cuisson qu'on va qualifier de mixte, c'est-à-dire en fait que ce sont des morceaux qui vont plutôt être, je dirais, braisés, hein. Et puis, vous avez les morceaux qui vont plutôt être mis à bouillir. Ce sont les morceaux généralement des flancs, hein, qui servent à faire le pot-au-feu. Alors, évidemment, euh, il y a des exceptions. Je vais prendre un exemple. Le fameux bœuf à la ficelle, qui est une préparation française, je dirais typique, elle n'est pas réalisée avec des morceaux de troisième catégorie, bien que la cuisson principale soit une cuisson pochée. Mmh. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il faut une cuisson qui soit relativement rapide. Donc, si on faisait du bœuf à la ficelle avec du bouilli, ben, on aurait de la semelle. Or, c'est une cuisson qui se fait quasiment au moment, le bœuf à la ficelle. Donc, je dirais que le mode de cuisson, je dirais, est permis pour tous les morceaux, mais il est obligatoire pour certains. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment nuancé en disant ça, Oui, mais oui. vous ne pouvez pas faire, je dirais, un morceau de bouilli au barbecue, vous n'aurez rien de bon. Par contre, vous pouvez Oui. très bien prendre un morceau de filet de pur et le pocher sous forme de bœuf à la ficelle, vous aurez quelque chose d'impeccable, hein. On est Ouais, ouais, d'accord. ouais. Alors, quel est le morceau maintenant de bœuf qui va convenir pour faire de la carbonade? Alors, il y a 2 écoles. La première école, c'est plutôt une école un peu moderne qui consiste à dire: on fait des cubes qui ressemblent en fait finalement à la viande qu'on va utiliser pour la fondue bourguignonne, mais qui ne seront pas pris dans la même, partie de la bête. On va faire des cubes, de 3-4 centimètres dans des morceaux de viande qu'on va parfaitement dégraisser, qu'on va enlever les aponévroses et cetera. Généralement, on prend ces morceaux-là dans le flanc de l'animal. Ouais. Et puis, il y a ceux qui sont partisans, je dirais, d'une carbonade un peu plus savoureuse, un peu plus authentique. Et on utilise un morceau à ce moment-là qui s'appelle le petit nerf. Alors, le petit nerf, en français, vous l'appelez le paleron. Ah voilà, j'ai C'est un oui, morceau qui se trouve dans la pâte avant, hein. C'est en oui. fait le deltoïde, je vais dire, de l'épaule du bœuf, mais donc c'est forcément au-dessus de la pâte avant, hein. Et c'est un morceau qui a la caractéristique suivante. Il se présente de manière ovale, hein, c'est un muscle qui est en longueur. Et alors, il est séparé dans sa partie, je dirais, médiane, par un genre de, je dirais, de nerf un petit peu
Mm. translucide comme ça. Mm. Et ce nerf, alors c'est un morceau qui est très tendre, hein. En Belgique, on l'utilise même sous forme de steak, je dirais grillé par exemple, ou bien Ah oui, sauté, hein. ouais, Mais c'est un morceau qui est très tendre et qui, d'autre part, lorsqu'on va le cuire, comme quand on fait des carbonades, va donner du moelleux à la préparation. ouais. Outre le fait d'être tendre, la partie, je dirais, nerveuse qui se trouve au milieu, qui est faite avec du collagène, elle va donner du liant à la sauce, elle va donner un côté un peu plus sirupeux à la sauce. Donc, si Mhm. vous devez un jour faire de la carbonade et vous ne savez pas quel morceau choisir, parce qu'évidemment, le boucher, je dirais en France, va peut-être dire, mais c'est quoi ça de la carbonade, hein, Oui, parce qu'il c'est est ce que pressé. j'allais dire, hein, il ne sait pas ce que c'est, hein. Vous lui dites tout simplement qu'il vous faut une viande comme on fait de la daube, par exemple, ou Oui, bien vous lui demandez du paleron. Alors oui, le mieux, c'est de le découper vous-même, hein. Comme oui, ça, vous oui, faites les morceaux de la taille que vous voulez. oui, Donc ça, oui. c'est pour la viande. Alors en ce qui concerne les autres produits, ben, l'autre produit, c'est l'oignon. Alors, j'ai vu des recettes de carbonade où on met un peu de tout. On met de l'oignon, on met de la carotte, on met de l'échalote, on met enfin du céleri, du poireau. Ben non. Une véritable carbonade, c'est de l'oignon, point à la ligne. On pourrait éventuellement mettre de l'oignon et de l'échalote, mais à la base, c'est de l'oignon. Alors l'oignon, ben oui, l'oignon, ben, c'était le légume le plus populaire qui existe, hein. C'est Mm. un légume qui est originaire d'Europe, ça c'est déjà une chose, donc on le connaissait déjà à l'époque des Grecs et des Romains. C'est un légume qui est très productif, hein. Des oignons, ben, ça pousse facilement, ça pousse bien. Oui, oui, C'est un légume qui se conserve aussi. oui, Alors, transposons-nous à une époque où les congélateurs, les chambres froides, les chambres de conservation, je dirais avec une hygrométrie étudiée, n'existaient pas. mm, Comment faisait-on? On récoltait les oignons à la fin de l'été, début de l'automne, on les laissait sécher sur le champ, de manière à ce que les fans, je dirais, qui étaient vertes à l'origine, se dessèchent convenablement sous l'action du soleil, et puis on oui, les tressait. Alors on oui, les tressait comme les échalotes, comme les os, hein. mm, On les mm. tressait et on les gardait en tresse, je dirais en l'air. Alors ça avait l'avantage, c'était d'échapper d'abord aux Aux rongeurs, aux rongeurs, rats, oui. etc., Mhm. hein. Donc on les gardait dans des granges. Et quand on était dans des régions, je dirais un petit peu plus septentrionales et que l'humidité pouvait guetter, donc la moisissure pouvait s'installer, on les fumait, Oui, hein. oui, Donc oui, l'ail fumé, les échalotes fumées, l'oignon fumé, c'était un moyen de conservation qui enlevait les parasites. Parce que des parasites, je dirais, quand on récoltait les oignons, ben, il y en a toujours, hein. oui, Il y a des, il y a, il y a des petits insectes, etc. Il y a éventuellement des germes de moisissure qui peuvent s'installer. Et le fait de fumer les oignons, ça ne les cuisait pas, hein, il n'y a pas de problème. On faisait un fumage à froid, mais ça permettait de les conserver. Et quand on épluche les oignons après, bon, ben, le goût de la fumée, je dirais, quasi imperceptible, si pas imperceptible, mais la conservation était donc de ce fait-là prolongée. Je ne sais pas oui, si vous oui. avez déjà remarqué, c'était la différence qu'il y avait au niveau des jambons, par exemple, entre les civilisations qui salaient les jambons et celles qui les salaient et qui les fumaient, hein. Alors, vous avez par exemple tous les jambons méridionaux, ce sont des jambons salés. Oui, Jambon de Bayonne, hein, c'est quand même dans oui, le sud, Bayonne, hein. oui, oui, oui. Euh, le jambon espagnol, le Serrano, le jambon de Parme, ce sont des jambons salés. Et puis au-dessus, vous avez les jambons fumés. Ben, vous Ah avez le oui, jambon d'Ardenne, vous avez le jambon de la Forêt-Noire, par exemple. Vous oui, avez du jambon en Tchécoslovaquie qui est également fumé. Parce que là, le jambon du Tyrol également, c'est un jambon qui est fumé, qui est même très fumé. Euh, Parce que dans les régions plus nordiques et plus froides, le fumage venait épauler le salage pour garantir je dirais la bonne conservation là, des oui, viandes. oui. Voilà. Donc ça, Mhm. c'est pour l'oignon. Alors, on peut mettre de l'ail aussi, on peut mettre un peu d'ail. On met du thym, du laurier, hein, Mhm. je dirais sous forme de bouquet garni ou bien simplement comme ça séparé, parce que le bouquet garni impliquerait qu'il y ait des queues de persil, mais ce n'était pas une obligation. Et puis, vous avez la bière. Alors, la Ah, bière, oui, ça, c'est quand même un élément important. oui, C'est l'élément de mouillement, bon, pour ce plat-là, qui correspond tout à fait aux produits qu'on trouve localement. Alors, ne pas oublier que la bière, comme le vin, au Moyen Âge, était consommée en beaucoup plus grande quantité qu'actuellement pour deux oui. raisons. C'est que d'abord, ben, c'était disponible, qu'il n'y avait pas de ligue de vertu, on ne conduisait pas de voiture, donc évidemment, on ne risquait pas d'accident avec, avec un véhicule, hein. Les chevaux restaient du bon côté de la route, il n'y a pas de problème, hein, ils savaient rouler. Et puis d'autre part, c'était des aliments qui étaient considérés comme sains. Nous sommes à des époques où l'eau des puits n'était pas toujours très saine, Oui, hein. en Il n'y avait plus, pas les oui. mêmes connaissances qu'actuellement. Oui, Alors oui. pour vous citer quelques exemples, bon,
J'ai connu une ferme quand j'étais enfant, c'était pas celle de mes parents, mais c'était une autre, je dirais, où j'allais très régulièrement, c'était celle de mes grands-parents. Bon, ma grand-mère avait un puits duquel elle extrayait de l'eau avec une pompe, hein. Il y avait même une pompe électrique à un moment donné, mais enfin, elle avait aussi une pompe à main. Elle a bu de l'eau de son puits pendant toute sa vie, et puis la maison a été vendue. Et les propriétaires qui ont succédé nous ont dit: «Ah, mais on a fait analyser, l'eau est impotable, hein, l'eau n'est pas potable». Mais il y avait des raisons, c'est que le puits en question, il était à quelques mètres seulement de l'ancien fumier et Oui. que par percolation, ben, quand vous mettez, je veux dire, du fumier à un endroit, par les pluies, par tout ce que vous voulez, ben, il y a percolation dans le sol et la nappe phréatique, ben, forcément, elle communique entre le puits et bon, même si l'eau était d'une limpidité cristalline, selon les critères actuels, je dirais, de potabilité, l'eau n'était pas potable. Oui, Il oui. est évident qu'au Moyen Âge, j'ai connu dans le village un puits qui était installé exactement à côté, mais quand on dit à côté, je dirais, il était dans les berges du ruisseau du village. Ruisseau du village dans lequel en amont se déversaient, à l'époque, et je l'ai encore connu également, je dirais, les eaux de nettoyage de l'abattoir. Oui, oui. Bon, Heu, donc à un moment donné, même quand les gens n'avaient pas l'impression de boire de la mauvaise eau, fatalement, ils buvaient de l'eau qui n'était pas saine, qui Mmh. était contaminée. Or, Mmh, mmh, mmh. la bière, par son mode de fabrication, est extrêmement saine. Pourquoi? Parce qu'on fait d'abord un mou et pour faire un mou, on va donc mettre de l'orge qui était éventuellement maltais, donc torréfié, on va dire, hein, germé et torréfié, qui a été broyé et on va faire bouillir, on va faire cuire pendant assez longtemps cette eau avec cette orge. Donc il y avait une forme de stérilisation Mmh. dans la bière. Donc le résultat qui en est issu, c'est-à-dire la bière proprement dite, est une boisson qui est normalement dépourvue de microbes. Donc le Oui. fait de mouiller, je dirais, la viande avec de la bière plutôt qu'avec de l'eau, tout en n'opérant pas une cuisson, je dirais, extrêmement puissante, garantissait au plat d'être sain. Voilà. Alors, Oui, qu'est-ce oui. qu'on utilisait comme bière? On utilisait traditionnellement une bière, je dirais une bière blonde, la bière tout à fait courante. Mais ça, c'est, disons, quand j'ai connu la carbonade. La bière blonde, il faut savoir que c'est une invention relativement récente, hein, Mmh mh. dans Mmh. dans le domaine de la brasserie. Pourquoi? Parce qu'elle a été inventée en Tchéquie, hein, la Pils, qui est une bière blonde, est une invention, je dirais, 19e siècle en gros, hein, est Ah arrivée oui. chez nous au 19e siècle. Avant, c'était des bières plutôt ambrées, plutôt brunes. Oui. Donc les recettes, je dirais les plus populaires d'un point de vue, social, se faisaient avec une bière blonde légère et peu coûteuse, mais les véritables recettes ancestrales et les meilleures recettes se pratiquent avec des bières beaucoup plus corsées et je Oui. donnerai donc Oui. cette version-là dans la deuxième Oui. version de la Oui. recette. D'accord. Alors, ce que je n'ai pas dit pour les oignons, ben, c'est que c'était tout simplement de l'oignon tout simple, hein, c'est de l'oignon blanc. Oui. On peut mettre de l'oignon rouge, on peut mettre des oignons doux, mais c'était de l'oignon, disons, tout à fait traditionnel, hein. Ouais. Alors, Ouais. la bière, on en a parlé. Et puis alors maintenant, vous avez l'élément liant. L'élément liant, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du pain. Alors, à l'origine, c'était du pain gris. Et ce pain, on le tartinait de moutarde d'un côté, hein. Ah! Et alors, de nouveau, la moutarde fait partie des éléments qu'on retrouve très facilement dans la cuisine, je dirais, du Moyen Âge, Mmh mh. hein. La Oui. moutarde est un élément incontournable. Et on pouvait mettre également du sucre cassonade, hein, si on voulait un petit peu ce contraste sucré-salé, qui est de nouveau une signature des plats du Moyen Âge, Oui, hein. bah, oui, pour les Donc on mettait raisons un dont petit on a parlé tout à voilà. l'heure. Ouais. Alors, quand on veut, je dirais, anoblir la recette, on met du pain d'épices qui lui, donne ce côté un peu sucré, ce qui n'empêche pas de mettre éventuellement un peu de cassonade et on mettait également de la moutarde sur le pain d'épices. Alors je vous donne maintenant les recettes puisque j'ai expliqué les produits. Passons un petit peu aux choses sérieuses. Bon, je vous donne les recettes peut-être pour 4 personnes, Claude? Oui, oui, c'est très bien, Voilà, bah, c'est oui, une pour bonne 4 idée. personnes. Je Oui, vous oui, à donne part d'abord la recette la plus basique, la plus simple, hein. Donc vous avez pour 4 personnes besoin d'à peu près 1 kilo de viande. Alors je dis un oui. kilo pourquoi? Parce qu'on va être généreux, que c'est un plat qui peut être réchauffé. D'ailleurs, on dit aussi de ce plat qu'il est meilleur quand on le fait un jour et quand on le réchauffe le lendemain, Oui, hein. c'est ce Donc qu'on dit en général il n'y pour a les pas de plats problème pour mijotés, les plats quoi, hein. mijotés, hein. Oui, Donc vous prévoyez à peu près entre 800 et 1 kilo de viande. oui, oui, Vous la coupez vous-même, comme ça vous coupez à la taille que vous voulez, oui, des morceaux qui font 3 centimètres et demi, éventuellement 4 oui. centimètres, je dirais ni plus ni moins. Trop petit,
vous allez avoir quelque chose qui va ressembler un peu trop à de la viande hachée, hein, et ouais, puis trop gros, ben, je dirais les morceaux vont moins bien cuire. ouais. Vous Oui, avez oui. besoin d'un petit peu de matière grasse. Alors, traditionnellement, c'était du saindoux. Saindoux Ah qui était oui, la matière grasse qu'on utilisait, je ouais, dirais en gros, ben, au nord de la Loire et dans les régions nordiques, hein. ouais, C'est de la ouais, graisse de porc fondue. ouais. On n'utilisait pas de l'huile d'olive. Maintenant, si vous préférez faire ça avec de l'huile, une huile de cuisson, il n'y a pas de problème. Éventuellement du beurre. Mais si on veut respecter la recette d'origine, on prend un Oui, petit peu de saindoux. ouais. C'est comme ça. Alors, des oignons. Alors, les oignons, j'ai vu toute une série de proportions différentes. Il faut bien se dire que l'oignon était le seul légume qui entrait dans la préparation, donc il faut qu'il y en ait suffisamment. Alors quand Oui, je vois une recette pour 4 personnes où on met un seul oignon, je trouve oui, que c'est c'est un un peu peu juste. faible, c'est un peu Oui, juste. Moi, je pense qu'on peut mettre facilement, alors je vais vous donner une très grande fourchette, hein, entre la moitié du poids de la viande et l'équivalent du poids de la viande. Voilà. oui, Hein, et oui, vous situez un petit peu entre les deux. oui, Si vous voulez servir un légume d'accompagnement, je dirais qui est préparé à part, hein, en même temps, beh, vous ne mettez que 500 grammes d'oignons pour 1 kilo de viande. Et si vous voulez vous contenter uniquement de l'oignon comme légume, bah, vous pouvez monter jusqu'au kilo. N'oubliez pas, c'est que l'oignon, il va fondre, hein, aussi. Mais oui, enfin, il va voilà. fondre. Mais alors, dis-moi, Guy, pardon, j'ai une question. Si on met le poids égal d'oignons et de viande, peut-être c'est pas la peine de rajouter le sucre. Mais c'est-à-dire que ça, c'est toujours une question de goût aussi. Oui. Le sucre, il se met à la fin, donc vous goûtez et puis en Ah oui, fonction, parce que la ouais. bière intervient également, hein, je vais Oui, vous en c'est vrai. parler. La bière va amener Vous une avez des bières amertume. qui sont amères, vous avez des bières qui Oui, sont plus douces, et en oui, fonction de ça, évidemment, le fait de mettre ou de ne pas mettre de sucre va jouer. oui. Donc, euh, si vous mettez beaucoup d'oignons, évidemment, et que c'est un oignon qui est relativement doux, bah, il va être sucré, Et il va être oui, doux, donc forcément, le sucre n'est pas nécessaire. oui. Si vous voulez maintenant donner un côté, je dirais, plus authentique à la préparation, ben, vous mettez à la fin un petit peu de sucre. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut mettre bêtement du sucre blanc, mais enfin, il n'a pas beaucoup de qualité. Ce qu'on met généralement, c'est un sucre brun, un sucre cassonade, hein, Oui, qui est plus authentique, oui, évidemment. oui. Alors, vous mettez du pain gris, écrouté de préférence, l'équivalent de 2 tranches de pain carré Ah oui, pour 4 pardon, personnes. pardon Oui, Guy, quand tu dis écrouter, c'est-à-dire qu'on ne garde que la mie. on garde la partie centrale, oui. On évite D'accord, de mettre les croûtes, surtout si ce sont des croûtes qui sont très dures et très noires, en fait. d'accord, Hein. d'accord. Maintenant, ce ne sera pas du poison si on laisse la croûte, hein, je vais être Oui, honnête, ça va se oui, défaire. Mais je oui, veux dire que, bon, les croûtes, généralement, quand ce sont des croûtes extrêmement, je dirais, costaudes, ben, on les enlevait. Mais oui, oui, voilà, d'accord. si vous pouvez très bien la laisser. Oui, oui, Alors, tout ça tartiné avec de la moutarde. Alors, une moutarde, ça peut être une moutarde douce. Généralement, en Belgique, on avait affaire à des moutardes plus douces. En France, vous avez la moutarde de Dijon, qui est une moutarde assez oui, pointue. Chez oui, nous, c'était des moutardes un peu plus douces qu'on mettait. Alors, d'accord. la préparation maintenant, comment vous allez faire? Bon, votre viande est coupée. Alors, la bonne question, c'est de savoir est-ce que je sale ou est-ce que je ne sale pas? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on décide de saler de la viande avant cuisson ou pas? Eh ben, moi, je sale toujours à la fin parce que le sel va faire ressortir l'humidité et Ouais. ça risque d'assécher Alors, c'est pas tout à la raison technique, elle est là, mais je vais vous expliquer. D'accord. Quand on fait rissoler la viande avant la cuisson de la carbonade, le but, c'est de la faire colorer d'une part et c'est surtout d'en extraire des sucs, de Oui, manière à ce que ça donne un goût à la sauce. Or, oui, pour donner des sucs à une viande, il faut que du jus soit sorti. et oui, et donc il faut saler. Donc, il faut saler les morceaux avant, on attend 2 3 minutes, hein, et puis on va faire chauffer de la matière grasse dans une poêle. Attention, ne pas prendre une poêle incollable si on veut être objectif. Pourquoi? Parce qu'une poêle incollable, elle ne favorise pas la caramélisation, justement. Absolument, Il faut absolument. prendre une poêle où ça attache un peu Oui, pour que les sucs de caramélisation de la viande adhèrent à la poêle et qui caramélisent. et se Hein, donc, torréfie un peu, ils oui. se torréfient un peu. Donc, ça, ce sont toutes des astuces, je dirais, que quand on les connaît, on sait comment il faut faire. Éventuellement, si vous réalisez votre carbonade dans une marmite ou une cocotte en fonte, qui n'est pas revêtue d'un revêtement Mhm, anti-adhésif, c'est l'idéal. Hein. mhm. Donc, vous faites Mais, rissoler votre viande convenablement dans la matière grasse, bien chaude, après l'avoir salée, ah mais voilà, pas forcément après l'avoir poivrée, parce que le poivre, il brûle, lui. oui.
Donc, oui. on sale pour extraire un petit peu d'humidité de la viande, mais on Mmh. ne poivre pas parce que le poivre qui brûle, il est âcre. Oui, Donc, on oui, c'est oui. poivrera après. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, on ne met pas trop de viande non plus, de manière à, je dirais, ne pas avoir une viande qui bouille, qui relâche de l'eau, du Oui, liquide et qui oui, mijote. Il faut que oui, la viande soit véritablement rissolée, qu'elle soit oui, oui, saisie et qu'elle soit oui, colorée sur tous les côtés de la face des cubes. oui, Ça, c'est une oui. chose. Donc, si on doit le faire en deux, trois passes, on le fait en deux, trois passes, mais avec un feu soutenu, mais on ne fait pas ça en mettant toute la viande en deux, trois Oui, couches dans la casserole et en oui, disant on verra bien ce qui va se passer. Non, oui, oui. maximum une couche et les morceaux séparés les uns des autres. Sinon ça va mijoter et c'est raté. Donc, Mmh. on rissole la viande convenablement. Alors, une fois que la viande est rissolée, on l'enlève, on rajoute un peu de matière grasse si c'est nécessaire, et en règle générale, c'est nécessaire, et on ajoute les oignons émincés. Voilà. Mmh. D'accord. On ajoute les oignons émincés, on Mais les alors, assaisonne. Oui, Guy, question, est-ce que avant de rajouter les oignons émincés, tu sors la viande de manière oui, je ne sais avec pas si je ne l'ai pas dit, mais on enlève la viande, hein. eh ben voilà, voilà. Alors Voilà. c'est bien ce qui me On semblait. enlève la viande, on la remplace par les oignons et on assaisonne les oignons également parce qu'un oignon qui n'est pas salé, ce n'est pas bon. Donc on assaisonne légèrement les oignons et on mélange et on les fait revenir également. Alors, les D'accord, oignons doivent être revenus, je dirais, à coloration moyenne. Donc, ils ne doivent pas être blancs et ils ne doivent pas non plus être bruns. Ils doivent d'accord. être, je dirais, légèrement dorés. Ils doivent Oui, commencer à devenir un peu translucides. Et ça se fait donc, bien entendu, sans couvercle, hein. oui, Sinon, bien sûr. évidemment, vous avez l'eau qui Il y a retombe dans le l'eau et récipient. Voilà. c'est pas Donc, terrible. on mélange convenablement les oignons, hein. Ouais, Et puis après, ben, une fois que les oignons, après quelques minutes, hein, sur un feu soutenu, sont légèrement colorés, on rajoute la viande et on ajoute la bière. Alors, je vais vous inciter à être prudent. Généralement, la bière, heu, elle est amère. Pourquoi? Parce qu'elle contient du houblon et je conseille, c'est de mouiller moitié eau, moitié bière, tout ah simplement, oui, hein. même avec de la blonde? Ou même avec de la blonde, mais il y a des blondes qui sont parfois un peu costaudes, hein. Alors, D'accord. si vous aimez bien la cuisine à bière, vous pouvez mouiller entièrement la bière, mais je vous dirais que dans un premier temps, pour une première recette, faites plutôt du moitié-moitié, ça me paraît plus prudent. Et alors, Quel vous mettez d'abord la bière, vous ne mettez pas l'eau, vous amenez à ébullition la bière seule, de manière à ce qu'elle soit un petit peu, je dirais, qu'elle réduise un peu, seule. Guy, j'ai une question. Oui. Pour que les gens, nos auditeurs s'y retrouvent, une bière blonde, parmi les grandes marques que l'on a tous dans nos supermarchés. Alors, je vais d'abord vous dire que cette recette-ci, c'est la recette de base. Vous prenez tout simplement une bière blonde de table la plus courante possible. D'accord, Voilà. Et puis, je vous OK, donnerai une recette après avec des variétés de bières intéressantes. d'accord. Donc, vous mettez une bière blonde la plus ordinaire possible, une bière blonde courante, hein, euh, celle que vous trouvez, je dirais, quasiment dans le fond du rayon, une bière blonde tout à fait traditionnelle, qu'elle Oui, soit en canette ou en bouteille, ce n'est pas très grave. d'accord. Vous la faites donc réduire un petit peu, je dirais, seule. Ensuite, Ouais. vous mouillez avec de l'eau. De préférence, mettez déjà de l'eau chaude ou de l'eau bouillante pour Oui, gagner du temps. oui, Vous mettez votre bouquet garni. Vous oui, mettez une ou deux gousses d'ail si vous aimez, que vous avez éventuellement écrasé avec la lame d'un couteau. oui, Une ou deux gousses d'ail pour quatre personnes, c'est largement suffisant, n'en mettez pas davantage. oui. Vous allez mettre un petit peu de poivre et ensuite vous couvrez, vous amenez à ébullition et puis vous laissez mijoter à frémissement. Donc, D'accord. ça doit cuire gentiment. Ça ne doit pas cuire à grosse Oui, ébullition. Ça oui, doit vraiment cuire gentiment parce que la cuisson, elle va vous prendre 2 heures et demie à 3 heures, hein. Donc, vous non, laissez vraiment mijoter à son aise. Vous réglez votre feu, je dirais quasiment au minimum, ça va cuire gentiment. Alors de temps en temps, vous allez quand même un petit peu surveiller. Pourquoi? Parce que les oignons, ça a quand même tendance à coller, hein. Donc oui, vous donnez un petit coup de cuillère en bois dans votre préparation de manière à remettre les éléments en suspension et oui, éviter que ça ne colle. Et vous oui, surveillez surtout le niveau de l'eau, hein, oui. le niveau du liquide en tout cas, de manière à ce que comment dirais-je, que ça ne réduise pas trop. Ça doit toujours rester à Oui, il peu faut près immergé à fleur de liquide, voilà. oui, d'accord. Alors, lorsque vous avez atteint 2 heures de cuisson, hein, ce qui Mmh, représente à peu près 2 tiers du temps, vous mmh. ajoutez à ce moment-là les tartines avec la moutarde, hein. Ah oui, Oui, ce n'est pas la peine de les mettre au début, ça n'avancera à rien, si ce n'est à faire coller votre préparation, parce que vous allez l'épaissir à l'avance, oui. hein. Donc, Le pain, une tartine par personne? non, moi je dirais 2 tartines pour 4 personnes. D'accord. À 2 2 tartines tartines pour pour 4 4, personnes, oui, donc une demi-tartine par personne. à peu D'accord, près l'équivalent d'une demi, voilà, d'accord. hein. Oui, Et puis vous mettez les tartines donc dans la préparation au-dessus, hein. Alors
normalement, on met les tartines avec la moutarde du côté de la viande, de Oui, manière à ce que la moutarde imprègne oui, directement la sauce, voilà, oui, hein. Et puis oui, vous après bon, après une demi-heure, vous mélangez. Alors vous testez la viande, hein, donc après 2 heures et demie de cuisson au total, vous testez la viande. Normalement, le pain se sera entièrement désagrégé dans la préparation, vous n'allez oui, plus rien retrouver. oui, oui, Vous testez, hein, vous oui, goûtez. Comment fait-on pour tester la viande? Il y a 2 méthodes, soit au couteau, soit on goûte un morceau, soit on pique dans la viande, soit avec les doigts, le pouce et l'index, on serre un morceau de viande et il doit vraiment être très tendre. Vous oui, n'hésitez pas à faire cuire encore une demi-heure si c'est nécessaire, hein, oui, toujours à feu très doux. oui. Et puis après, vous enlevez, vous rectifiez l'assaisonnement. Alors, on peut également envisager de rectifier, la consistance. Alors, comment fait-on? C'est-à-dire, J'ai vu des recettes où on singeait la viande après l'avoir fait revenir. Alors, singer, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut mettre un dire peu qu'on de farine, saupoudre oui, la viande de oui, farine, oui, mais normalement, quand on singe, on est censé, techniquement, si on veut appliquer une technique logique, on doit faire cuire cette farine à sec, hein. Soit en la faisant cuire avec la viande à sec dans l'ustensile, ah soit oui, en passant l'ustensile au four. ah oui, Donc, je vais vous dire que pour moi, le fait de singer est une technique moderne qu'on applique à la préparation ici, mais qui n'est pas la technique. Je n'ai jamais vu maman singer la viande lorsqu'elle réalisait des carbonades. Quel est l'intérêt de singer? Mais c'est de donner, je dirais déjà une épaisseur à la sauce, tout simplement. Ah oui, Mais dans la oui, mesure où vous mettez du pain après, si votre dosage de pain est suffisamment conforme, je vais dire, il n'est pas nécessaire de singer. Par ouais, contre, ce que j'ai vu régulièrement, parce que maman ne mettait pas de pain à la fin de ses carbonades, hein, elle n'utilisait pas cette technique-là, elle liait, je dirais, la préparation en fin de cuisson. Donc à ce oui, moment-là, imaginons que vous n'êtes pas satisfait de la consistance finale de la sauce, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit peu de maïzena, soit de la maïzena minute, hein, liée en minute, vous oui, ne devez rien faire, oui, soit de la maïzena traditionnelle, un petit peu d'eau froide dans une tasse, 1 ou 2 cuillères à café de maïzena, on la met en suspension en la diluant, on ramène la casserole à ébullition, on verse la maïzena donc diluée dans la préparation tout en mélangeant. On fait, je dirais, rebouillir, je dirais pendant 1 ou 2 minutes et on a la bonne consistance tout oui, simplement, hein. Guy, plutôt que de la maïzena, j'aurais une tendance, par exemple, à faire cuire deux pommes de terre à l'eau Oui. et faire une petite purée et ensuite l'incorporer. Disons que bon, je ne vois pas, je ne dis pas que c'est mauvais, mais on ne respectera pas, je dirais, la manière de faire habituelle, D'accord, traditionnelle. Maintenant, d'accord. pourquoi pas, hein, mais je vais dire que ce n'est pas dans la méthode qu'on va Oui, appliquer oui, traditionnellement. oui, d'accord, ok. Parce qu'à ce moment-là, je vous dirais, il y a encore plus simple, hein. Vous prenez un petit peu de purée de pommes de terre minute, hein, tout simplement, hein, et vous Oui, ajoutez 2 cuillères de pommes de terre, de purée de pommes de terre minute, je dirais au-dessus, et puis ça y est, l'affaire est résolue. Moi, oui, bah je vous dirais que de notre côté, si vous avez mis vos 2 tranches de pain, hein, en principe, ça doit c'est déjà, suffisant. oui, Et alors, il ne me faut pas semble, non plus que ce soit de la colle à tapisser, ça doit rester une préparation où il y a absolument. la viande, où il y a les Oui, légumes, enfin les oignons dans ce cas-ci, et où il y a de oui, la sauce, quoi. oui, C'est pas non plus, c'est pas de la confiture ou de la marmelade, hein, ou de la oui, 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 compote, hein. oui, oui, Ça absolument. doit rester une viande avec des morceaux et Oui, et du oui, jus malgré tout. oui, Voilà, oui. ça c'est pour la recette de base. Vous Très pensez bien. bien qu'il y a moyen d'améliorer quand même fameusement cette recette-là? Et je vais vous donner maintenant, je dirais, la manière de faire, si vous voulez, un J'ai- petit peu donner des lettres de noblesse à cette carbonade. Oui, j'ai encore une question d'ordre un peu, non pas pratique, mais est-ce que c'était un plat du dimanche? Non. Pas du Non, tout. ce n'est pas un plat du dimanche, c'est un plat Ok, de semaine. Non, non, c'est d'accord, pas un plat du d'accord, dimanche. d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire que certains ne le mangeaient pas le dimanche, hein. Oui, 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 bien Mais sûr, ce n'est bien sûr. non, c'est un plat qui, par sa popularité, était un plat de, on va dire, entre guillemets, «de tous les jours de semaine», D'accord, hein. On mangeait des choses plus, on va dire, plus raffinées plutôt le dimanche. Mais non, oui, ce n'était pas un plat du dimanche en principe. Voilà, d'accord. c'est un plat Ok, de semaine. d'accord. Je te laisse continuer, Guy. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si vous faites une carbonade un petit peu plus gastronomique? Bon, Oui, il y a bien sûr le choix de la viande, ça c'est une chose. Alors, j'ai vu des recettes où on mettait plusieurs sortes de viande. Bon, de nouveau, ça ne correspond pas au standard, hein. oui, J'ai vu des recettes où on mettait des morceaux de lard, où on mettait des viandes, même d'autres animaux, du veau, etc. Non, on reste toujours sur du bœuf. Maintenant, je vous dis, il y a les morceaux les plus nobles
quand je dis le plus noble, ne mettez pas du rumsteak, hein, mais il y a le fameux paleron qui, pour moi, est le morceau le plus Oui, ce noble. serait quand même dommage de Hein. mettre du rhum steak. Ah, bien sûr que ça n'a pas de sens. Hein. Ah, ça n'a pas de Donc, sens, oui. je pourrais même vous donner une recette de carbonade nouvelle cuisine. Hein, je vous dirai comment on fait après, tiens, Ouais. parce que ça a été revisité. Donc, on reste sur le paleron. On reste sur le paleron qui est l'idéal. Ouais. Imaginons que dans la première recette, vous ayez utilisé tout simplement du plat de côte, ben vous le remplacez par du paleron. Alors, il Ouais. y a l'élément bière. Alors là, évidemment, la question m'était posée. Vous mettez autre chose qu'une bière blonde, je dirais banale, bas de gamme. Vous mettez soit une bière blonde, soit une bière ambrée. Mais l'idéal, c'est de mettre une trappiste, donc de mettre une bière, par exemple une bière brune. Donc de mettre Oui. une véritable bière de caractère. Oui. Bon, là, vous avez vraiment le choix. Vous avez D'accord. des bières françaises, évidemment, dans le nord de la France, qui peuvent Ouais. très bien convenir, mais vous avez quand même, je dirais, au niveau de la Belgique et de l'exportation par InBev des bières qui ont envahi le marché français, vous avez la Leffe, hein, il y a plusieurs sortes de Leffe. Vous avez les bières d'abbaye, comme la Grimbergen, et puis vous avez les trappistes, hein, Oui. la Rochefort, vous avez la Westmalle, la Westvleteren, vous avez que sais-je, moi, la Chimay aussi, hein. Bon, voilà, Oui. ce sont toutes des bières qui peuvent convenir. Alors, Oui. même remarque, il y a une bière que je vous déconseille. Alors, je vais me faire tirer dessus, comme on dit, c'est l'Orval. Alors, l'Orval est une bière trappiste qui est extrêmement bonne à boire. Elle n'a qu'un défaut pour les palais qui ne sont pas habitués, c'est que c'est une bière qui est amère. Ah, un petit peu comme la Guinness. C'est une bière qui est plutôt blonde dorée, plutôt disons Ouais. légèrement ambrée plutôt que Ouais. noire, mais je dirais qu'elle a des arrière-goûts de Guinness dans le sens, bon, la Guinness elle est noire, elle est très torréfiée, Ouais. hein, mais elle a une amertume, disons plus pointue, mais elle a de l'amertume. Oui, qui ne Et va si pas vous convenir. Oui. et qui risque de vous déplaire. Donc la Guinness, que ce soit de la Guinness, bon, ou alors si vous mettez une bière genre Guinness, ben, vous mettez suffisamment peu de bière, vous mettez de l'eau de Oui. manière à ce que Oui. la bière Oui. soit coupée. Hein. Mais si vous D'accord. mettez de l'Orval, même chose. Mais l'Orval, elle devient même tellement rare qu'on a du mal à s'en procurer même en Je Belgique. n'avais jamais entendu ce mot-là, ce Mais nom-là. quand vous viendrez en Belgique, on en boira. On ira même à l'abbaye éventuellement en boire. D'accord. Euh, c'est une bière qui est même devenue tellement rare et tellement difficile à s'en procurer, rien que pour la boire, que c'est un petit peu dommage de la mettre dans un plat de Oui, cuisine. oui, 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 oui. Par contre, avec de la bière, disons, grand public, comme la lèvre, il n'y a aucun problème. OK. Donc, revenons à notre recette un petit peu plus gastro. On reste Donc, sur le paleron. vous mettez une bière, disons, d'un niveau gastronomique plus relevé. Oui, Hein. oui, Alors, l'oignon, ben, vous pouvez mettre de l'oignon à ce moment-là en mettant des variétés d'oignons différentes. Vous pouvez même mettre de l'échalote éventuellement pour partir. oui, Hein. oui, Et alors, oui. au lieu de tailler l'oignon en l'éminçant, moi, je le taillerais en fuseau, de manière à avoir quelque chose qui soit un petit peu plus, je dirais, plus gastronomique dans sa présentation. Hein. Ah Alors, oui, oui, pour tailler l'oignon en fuseau, c'est pas compliqué, ou l'échalote. Hein. oui, Vous coupez le légume de manière verticale, et puis avec un petit couteau bien affûté, un petit couteau d'office, vous taillez comme ça des éclats en forme de gousse d'ail, tout simplement. Hein. oui, oui, on fait Et à des ce moment-là, longueurs. vous taillez dans les longueurs et vous avez Oui, quelque chose qui a un aspect différent. Ça, c'est une oui, chose. oui, oui, Alors, au d'accord. niveau maintenant du mouillement, tout à l'heure, on avait mouillé avec de l'eau, hein, en plus Oui, de la bière. oui, Ici, moi, je mouillerai avec un bon fond brun ou avec de l'eau avec soit une poudre de jus de viande ou bien avec un succès, pas dire un succès d'année, mais avec un extrait de bœuf, par exemple. Hein. À d'accord, ce d'accord. moment-là, vous donnez un goût viande en plus. Hein. Oui, Bon, ce sera un peu oui, plus corsé. d'accord. Voilà. Et puis, OK. au lieu de mettre du pain bêtement, vous mettez à ce moment-là du véritable pain d'épices. Hein. Ah oui, Alors là, vous allez avoir quelque chose, je dirais, qui va vous donner une richesse en goût et aussi une richesse en texture, parce que le pain d'épices, quand il lie une sauce, il est un petit peu mucilagineux comme ça. Il ouais. donne une espèce de côté sirupeux aux préparations. Hein. Mhm. Alors, si vous aimez vraiment le côté sucré, ça peut se faire aussi, quand on aime vraiment ça, c'est d'ajouter un peu de spéculoos, hein, Ah oui. qui sont Mhm. les biscuits à la cannelle et à la Ouais, cassonade candy. Bon, il ne faut ouais. pas en mettre beaucoup. Hein. Oui, Vous en oui, mettez un, éventuellement deux pour quatre personnes, c'est oui, largement suffisant. Hein. oui. Voilà. Donc, en remplaçant certains produits par d'autres un peu plus gastronomiques, vous allez aussi avoir un autre résultat. Rien que le fait de changer de bière, par exemple, hein, Oui, vous allez sentir la différence avec le jour et la nuit. Hein. Vous oui, mettez une bière différente, vous allez déjà avoir, et le pain d'épices, vous allez avoir un autre résultat. oui. Alors, vous D'accord. allez me dire, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange avec tout ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on Je- mange? Eh bien,
Incontestablement, ce sont des frites. Ça, c'est le premier aliment qui Ah qui oui, c'est qui les va frites. accompagner. Ce sont des frites, qui sont cuites dans du blanc de bœuf, hein. Ah oui, Ça, c'est ça, c'est c'est ce que tu m'avais déjà ça, c'est expliqué. l'idéal, hein. Oui. Alors, pardon Guy, je fais une petite parenthèse. L'autre jour, nous parlions du beurre clarifié. Oui. Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé du beurre clarifié. Ah ben, c'est très bien ça, dans le commerce. Absolument. Alors, dans une enseigne bio, qui Ah est une oui. enseigne bio locale, qui est, bon, je vais quand même dire le nom, qui est Satorise. Ah oui, je ne connais pas. C'est la marque Satorise, mais c'est essentiellement en Rhône-Alpes, hein. Ah OK. Et alors, je vois beurre clarifié, j'ai sauté sur le pot, j'ai acheté le pot. Voilà. Ben voilà, donc moi, je fais mes frites au beurre clarifié, si ce n'est que pour le moment, j'ai un problème, c'est que je n'en trouve plus parce que suite aux À la graisse de inondations. bœuf, tu Non, 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 tournes. non. Ah, tu fais tes frites au Moi, je beurre les fais au beurre clarifié. clarifié Ah oui. habituellement, Ah mais je d'accord. n'en trouve plus pour le moment, donc je suis revenu à la graisse de bœuf, en partie en tout cas, Ouais, parce que lors des inondations qui ont, je dirais, défrayé la chronique il y a un an pendant les grandes vacances, hein, ouais. en fait, l'usine qui fabriquait le beurre clarifié, la laiterie enfin qui fabriquait le beurre Oui. clarifié, a été inondée et n'ont Oui. toujours pas repris la fabrication du beurre clarifié. Ah oui, oui, oui. Donc, je suis privé de beurre clarifié, on n'en trouve plus dans les magasins. Donc, D'accord. je suis revenu à la graisse de bœuf. Le problème de la graisse de bœuf, il est le suivant. C'est que c'est une graisse de bœuf industrielle. On ne trouve plus de véritable graisse de bœuf de boucher. Alors, je me suis adressé tout près de, allez, à quelques kilomètres de chez moi. Il y a une des meilleures boucheries de Belgique qui est vraiment une boucherie qui est dans les 4 ou 5 meilleurs du pays. Donc, c'est vraiment la boucherie traditionnelle. Ils font encore toute une série de préparations eux-mêmes. Enfin, bon, voilà. Vraiment la boucherie qui a pignon sur rue, quoi. Et D'accord. je leur ai demandé s'ils avaient de la graisse de bœuf. Ils m'ont dit, bon, on n'en fait pas. Bon, parce qu'il y a plus de demande, en fait, hein. Alors, ce que Oui, je moi, ferai quand j'aurai déménagé, je vais aller les trouver. Je vais leur dire, écoutez, vous me vendez, ou bien mon boucher habituel, hein, que je connais bien, vous me vendez 10 kilos de graisse de bœuf, hein, ça doit en principe rien coûter. Je vais la faire fondre moi-même. Je vais la moudre, je vais la faire cuire, je vais la récupérer et je la congèlerai au besoin, de manière à avoir du véritable blanc de bœuf, mais qui sent la graisse euh, de bœuf, quoi. Parce oui, que oui. les graisses de bœuf des grandes surfaces, elles sont désodorisées, elles sont blancs nacrées, alors que la graisse de bœuf authentique que ma grand-mère utilisait, c'était une graisse qui était, je dirais, très, très légèrement jaune, à peine, hein, mais très, Ouais. très légèrement jaune. Donc, je vais me procurer de la graisse de bœuf, quitte à la fabriquer moi-même, à la réaliser moi-même. D'accord. Je n'ai jamais vu de graisse de bœuf, comme je n'avais jamais vu de beurre clarifié, d'accord. Mais il n'y a que à cet endroit j'ai vu Mais le beurre. quand vous viendrez, je Bon, m'arrangerai pour avoir de la graisse de bœuf. Et alors, d'ac- pour avoir des frites qui soient vraiment des frites authentiques, il y a ouais. ici, tant pis, je vais faire la publicité, hein, il y a une marque de frites qui, pour moi, ressemble comme deux gouttes d'eau aux frites que ma grand-mère faisait à la graisse de bœuf. Ce sont les Farm Fried de chez McCain. Oui, Et tu ce me... sont les seuls, hein. Ouais. Ce sont les seuls qui ressemblent, je dirais, copie conforme aux frites que ma grand-mère faisait il y a 50 ans, hein. Ah oui. Ah oui, ça, c'est comme ça. C'est Alors, c'est la race de pommes de terre? c'est plutôt le mode de fabrication, en fait. Ah ouais. C'est la coupe, hein. D'abord, c'est une coupe C'est irrégulière. c'est la coupe. C'est une coupe qui est faite non pas en carré, mais en rectangle. Oui, Et alors, en parallélépipède, en long, quoi. oui, en long, hein, mais seulement, ce ne sont pas ce ne sont pas des sections carrées, ce sont des sections plus rectangulaires, Ouais. comme quand on les coupe à la main soi-même et qu'on y Oui. va, hein, largement au petit couteau. Et Ouais. alors, il y a de tout. Il y a des grandes, il y a des petites, il y a des courtes, il y a des étroites, il y a des plus larges. Enfin, il y a un peu de tout, comme les frites qu'on fait soi-même. Ouais. Et alors, bon, ben, elles ont un croustillant, elles ont un aspect vraiment, D'accord. vraiment D'accord. authentique, quoi. Bon, voilà, ce sont des farm fry de chez McCain. Ouais. Et j'ai déjà regardé, ou qu'on appelle des steakhouse également, hein. Mhm. On le trouve sous les deux noms. J'ai déjà regardé dans d'autres marques, hein, eh bien, elles n'ont pas le même aspect une fois qu'elles sont cuites que les McCain. C'est comme ça. Mhm. Mais Mhm. attention, bon, les McCain, c'est une marque canadienne, mais elles sont produites en Belgique, hein, il n'y a pas de problème. Alors, d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, des pommes nature, c'est aussi un accompagnement Oui. habituel. Oui. Éventuellement, de la pomme purée. Voilà. Ça, ce Bon. sont les trois, bon, pas du Est-ce qu'on... riz, pas des Ah ouais, pâtes, alors, bon, j'allais te voilà. dire, est-ce qu'on pourrait mettre un riz? Ben, oui, on peut toujours le faire, mais ça n'a pas de, Oui, par ça, rapport à la recette, à la ça n'a pas, tradition. voilà, c'est ça. Oui. C'est comme si je disais, est-ce qu'à la place des pommes en chemise pour accompagner la raclette, est-ce qu'on peut mettre du riz ou bien des macaronis? Bon, Oui.
ça peut se faire, mais c'est pas, Oui, oui, c'est pas l'habitude, oui, c'est pas ouais. l'accompagnement habituel, Oui, quoi, hein. c'est pas la tradition. C'est pas la Ouais, tradition. Donc ouais, voilà, on peut mettre des pâtes, on peut mettre du riz. ouais. Mais bon, euh, avec de l'ossobuco, on va mettre des pâtes, ça ne choquera personne. Éventuellement Oui, un riz italien, oui, mais ce n'est pas l'habitude avec la carbonade. Alors, est-ce qu'on ouais. peut mettre un autre légume? Ben oui, on peut mettre éventuellement des chicons braisés, il n'y a aucun problème, c'est Ah vraiment oui, l'accompagnement oui. Mais idéal. alors attends, Guy, quand Oui. tu dis chicon braisé, est-ce que c'est la racine ou est-ce que c'est ce qu'on appelle l'endive? Ah non, c'est l'endive, hein. Donc c'est l'endive, la partie D'accord, parce que feuillue, on pour va moi, dire. le chicon, c'est la racine, c'est ce C'est qui les la rend père. chicorée, en fait, c'est la racine de chicorée. Non, non, c'est Ouais. l'endive, donc c'est la partie qui D'accord, repousse la deuxième année, hein. d'accord, d'accord, Alors ok. qu'on a fait braiser, mais je pense que j'ai déjà donné la recette, hein, Oui, oui, du oui, chicon braisé. mais à la limite, si on la met braisée au-dessus, dans la même gamelle, mais au-dessus de la viande, elle Non, vaut. ça ne marchera pas. Il faut la faire à part, la cuire à part et la D'accord, servir à côté. Et alors, d'accord. l'accompagnement qu'on trouve dans quasiment tous les estaminets de Bruxelles autour de la Grand Place qui servent de la carbonade flamande, c'est ce qu'on appelle le stoump, hein. Donc, le stoump, c'est une potée réalisée avec un légume et de la pomme de terre, hein. Ouais. Le tout plus ou moins écrasé, plus ou moins mouillé. Il y a même des restaurants qui ne font que du stoump tellement le plat est populaire en Belgique. Ah Alors, oui, le plus courant, il y en a trois, hein, enfin trois ou quatre, hein. Il y a le stoump aux carottes, il y a le stoump au chou de Bruxelles, le stoump à ce que nous appelons, nous, des scaroles, hein. Je ne sais pas si vous appelez ça oui, comme ça chez vous. oui, c'est de la salade, Euh, oui. Mm. le stoump aux épinards et le stoump aux poireaux, voilà. Et le stoump au céleri, ce sont les quatre ou cinq stumps qu'on rencontre habituellement. Donc ils Un sont des plus servis, courants, c'est comme le stump au scarole ou bien le stump au poireau. donc qui est servi avec la Avec la carbonade. carbonade, voilà. Mais D'accord. l'accompagnement idéal, c'est la frite, évidemment, hein. Oui, oui, C'est la frite. d'accord. Alors, vous allez me dire, maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait traiter ce plat-là version nouvelle cuisine. Oui, Alors, premièrement, on peut, je dirais, donner des variantes à cette carbonade, oui. hein. Alors, une des variantes, c'est un petit peu de s'approcher d'une sauce qu'on sert avec le lapin chez nous. C'est le lapin au pruneau et au raisin. Ah oui, Je ne sais pas si ça existe en France, de faire du oui, lapin oui, au pruneau et au raisin. oui, Donc, à ce moment-là, avec les oignons et pendant la cuisson, on va ajouter des raisins secs en fin de cuisson, ou bien des raisins qu'on a légèrement fait gonfler dans un peu d'eau tiède avant. oui, Donc, des raisins blancs, donc des raisins de Corinthe, oui, et des pruneaux, donc des prunes dénoyautées, oui. séchées, genre pruneaux d'Agen. Voilà, tout D'accord, simplement, hein. d'accord. On ne les met pas au début parce que sinon, ça risque de se déliter complètement et Oui, de disparaître. On oui, les met, je dirais, si on les a fait gonfler. Alors maintenant, si on prend le cas des pruneaux, ce sont des pruneaux moelleux. On ne trouve plus des pruneaux secs à l'ancienne qui sont oui, véritablement déshydratés. On trouve des pruneaux moelleux. Donc à ce moment-là, vous les mettez encore, je dirais, un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Il n'y a pas de problème, ils seront encore dans la sauce. Ben, vous en mettez l'équivalent de une cuillère à café de raisin sec par personne et trois ou quatre pruneaux par personne, c'est bien. Alors, on peut oui, mettre également des cerises, hein, et oui, faire une carbonade aux cerises. À ce moment-là, ouais, ça va ressembler un peu plus aux préparations de type, je dirais, scandinave, hein, associer de la viande de bœuf avec des cerises. C'est un petit peu la mode scandinave. oui, À ce moment-là, on met un peu de cannelle, donc on mettra plutôt du spéculoos, ça, des biscuits à la cannelle, et on mettra éventuellement un petit peu de vinaigre de vin rouge pour donner un côté un petit peu pointu oui, à la sauce, hein. oui, Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on met? On met des cerises du Nord, donc ce qu'on appelle des cerises Oscarbeck chez nous. Donc ce sont des bigarreaux relativement peu sucrés. Et puis on ajuste la sucrosité un petit peu en fonction de ce qu'on a envie. oui, oui. On peut également mettre des champignons, hein, dans la Ah oui, carbonade. oui, Aucun problème. À ce moment-là, on va un petit peu se rapprocher, je dirais, du bœuf bourguignon, hein, oui, champignons, ou du bœuf grand-mère, champignons, oignons glacés, lardons. oui, oui, Tout ça peut aller, tout en gardant le mouillement à la bière, hein. Ce sont toutes des oui, variantes. Ça ne s'appelle plus véritablement de la carbonade, mais on pourrait dire à ce moment-là ben, que c'est une carbonade aux cerises, une carbonade au oui, pruneau, une oui, carbonade, je dirais, façon grand-mère, etc., oui, hein. oui, Alors maintenant, vous voulez faire une carbonade, je dirais façon nouvelle cuisine. oui, Alors il y a moyen, hein. La recette, bon, moi je la fais de temps en temps. La recette, je dirais, est arrivée, enfin, elle n'est quasiment pas pratiquée, mais elle est par contre extrêmement intéressante à faire et ça éventuellement, j'en ferai quand on la mangera. On oui, réalise d'abord la sauce à part, entièrement à part. Donc on fait la sauce sans viande.
Donc, on réalise sa sauce. Alors, comment fait-on? On part d'un jus de veau brun lié ou on part d'une sauce demi-glace, hein, voire même une sauce demi-glace du commerce. On fait revenir ces oignons, on les colore donc légèrement, on les mouille avec la sauce, on ajoute un peu d'ail, on ajoute le bouquet garni, on ajoute la bière, enfin on met tout ce qu'il faut, on fait sa sauce, la sauce est faite. Et puis au dernier moment, on va cuire la viande. Et qu'est-ce qu'on prend comme morceau de viande? On va prendre, pour moi c'est ma viande préférée dans les viandes rouges, et c'est une viande qui est la seule viande à ne pas être ni dans le quartier avant ni dans le quartier arrière, mais dans le cinquième quartier. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas Petite du tout, devinette. pas Pourtant, du tout. vous connaissez cette viande-là parce qu'elle s'appelle en Belgique du même nom qu'en France. Et vous le traitez à l'échalote. Ah, oui, oui, ah, ben Ah, oui, je, oui, 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 eh bien, c'est l'onglet. voilà, l'onglet. De Oh, l'onglet. Alors, j'adore l'onglet. moi aussi, c'est ma viande rouge préférée. Alors, Hmm. l'onglet, comment vous faites? Bon, vous avez de l'onglet qui est parfois relativement épais, relativement large, et vous avez de l'onglet qui est parfois un peu plus fin. Vous le coupez en morceaux de la même taille que si vous aviez fait de la carbonade, hein. Oui. Et au dernier moment, vous le passez en friture, tout simplement, Ah oui, juste avant de faire les frites. ah oui, d'accord. Vous le cuisez en friture, alors de manière à ce qu'il soit doré à l'extérieur, donc il va être brun à l'extérieur, il va être coloré, et il va rester saignant à Et l'intérieur. d'accord. Et ça vous permet de manger une carbonade saignante, ce qui est paradoxal, puisque normalement c'est un plat qui est censé Et oui, mijoter donc là, pendant 3 heures. voilà, là, on n'est plus dans le mijoter. On n'est plus du tout dans le mijoter, mais vous allez avoir à la fois l'aspect, vous allez avoir le goût de la préparation. Hmm. Vous allez avoir la tendreté de la préparation parce que l'onglet est une viande qui est particulièrement tendre, hein, Ah oui, oui, c'est oui, ah oui, extraordinairement tendre. ah oui. Ah oui, et vous allez avoir le côté saignant de la viande, ce Ah, qui est extraordinaire. Ça, c'est de la carbonade façon nouvelle cuisine. d'accord. Voilà. Oui, enfin, les deux me plaisent, mais Ah, mais je peux vous dire que la carbonade façon nouvelle cuisine, c'est génial, hein. oui, C'est ah oui, génial. ah C'est oui, ah oui, ah génial. oui. D'accord. Hmm. Et vous pouvez même faire la carbonade, je dirais, façon fondue bourguignonne, hein. Oui, À ce oui, moment-là, vous oui, prenez toujours votre onglet que vous coupez en petits morceaux. Vous réalisez votre sauce à part, comme je viens de l'expliquer. Vous la servez au moment, je dirais, où vous cuisez la viande, oui, et chacun absolument, va cuire sa viande au fur et à mesure et va utiliser la sauce carbonade absolument. comme accompagnement. Donc, Oui, voilà, il n'y a aucun problème. Donc, oui, oui, on peut oui, réaliser une carbonade bourguignonne, hein, oui, 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 comme on peut utiliser oui. l'onglet et le faire collectivement Oui, façon c'est nouvelle vrai cuisine. que oui, les fondues bourguignonnes, on ne fait plus parce que ça sent le graillon dans la Ben, pièce. Après, ça dépend c'est un petit peu ce qu'on utilise comme, oui, forcément, tu mais vois. ça dépend ce qu'on utilise comme matière grasse. Si on prend de l'huile de pépin de raisin, généralement, on limite quand même Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est assez vrai. fort les mauvaises Ah, odeurs, alors hein. cette recette gastronomique avec l'onglet me plaît bien. Ah, ça, J'essaierai les deux. D'accord. Ouais, ouais. c'est une C'est recette qui mérite d'être essayée. absolument, absolument. Et alors, qu'est-ce que tu bois, toi, avec cette deuxième version Ah, eh gastronomique? bien, comme on le dit toujours, l'idéal en cuisine, c'est d'utiliser comme boisson d'accompagnement celle qui a servi au mouillement. Oui, j'ai une suggestion. Est-ce que ça pourrait être de l'hypocras? Ben, l'hypocrase, ça me paraît quand même fort sucré, hein? Non? Si c'est un, alors moi je le fais l'hypocras, si c'est un hypocras pas trop sucré, mais plutôt parfumé Pourquoi pas? aux Pourquoi pas? épices, tu vois? Pourquoi pas? Moi, j'ai des souvenirs d'Hippocrate qui étaient, je dirais, allez, relativement riche en sucre, hein, donc Oui, mais alors oui, ça non. Ouais. ce n'est pas ce que j'aurais mis en premier lieu. Moi, si je mouille par exemple avec de la Rochefort, je boirais de la Rochefort. Oui, Si je mouille avec, je dirais, de la lèvre, je boirais de la lèvre, hein. d'accord, d'accord, Maintenant, d'accord. bon, je dois plutôt éviter la bière plutôt que le vin, donc je Oui, serais quand même tenté de boire avec ça un vin rouge, hein, malgré tout. oui, Alors oui, moi, mes vins, j'ai deux grands types de vins préférés dans les rouges. Ce sont soit des Côtes-du-Rhône méridionaux, soit des vins de Bordeaux, soit encore mieux, parfois, dans certains cas, ce sont les vins du Nouveau Monde, hein. Donc, oui, oui, je qui sont trouve, légèrement sucrés. voilà, qui sont un peu plus doux. Ouais, Moi, je ouais. trouve qu'un Cabernet Sauvignon du Chili, c'est toujours, je dirais, quelque chose de génial pour accompagner des plats où il y a à la fois des goûts d'épices, enfin, un peu de sucre, un petit peu Ouais, d'acidité parfois. ouais, ouais. Voilà. D'accord, Et alors, d'accord. un autre élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est de dire
que si on aime bien le contraste sucré, salé et acidulé, parce que ça existe, on peut mettre un tout petit peu de vinaigre dans la carbonade à la fin. Oui, On rectifie l'assaisonnement avec un petit peu oui, un filet de vinaigre, un bon oui, vinaigre de vin rouge, par exemple. oui, Mais ce n'est pas l'habitude ancestrale, hein, mais disons que ça peut se faire si on aime bien ce côté un petit peu contrasté, voilà. oui, On met une oui, cuillère ou deux de vinaigre, mais il faut être prudent avec le vinaigre. On en met avec à dose mesurée, voilà. oui, oui, d'accord. Eh bien voilà, deux très belles recettes. Ah, 3, 4, Trois, 5, ben oui, oui, et 6. que je dis trois, Si on a les quatre, variantes, oui, oui, il y avec a les toutes deux les, recettes de base, mais oui, oui, vous avez oui, la version, la troisième version avec avec l'onglet en version rapide, et puis vous avez éventuellement des variantes oui. en fonction des produits que vous mettez en plus dans la sauce, quoi. Mais alors tout à l'heure, je te disais, est-ce que je te posais la question, est-ce que ça peut se servir le dimanche? Pour moi, tu vois, c'est Oui, typiquement un plat de famille où on se oui, oui, retrouve tout le à fait. dimanche autour de, Ça peut se servir le hein, dimanche. Mais je ouais, dirais que la recette de base, la première que j'ai donnée, est une préparation tellement simple oui, dans sa oui, réalisation, dans son exécution, ouais, que ce n'était pas un plat que l'on jugeait digne d'être servi le dimanche. oui, Pourquoi? Parce que c'était réalisé avec des produits vraiment de base, des oui, oignons, de la viande à bouillir au départ. oui, Bon, ce n'est pas le plat qu'on servirait le dimanche chez nous, mais oui. si vous faites une version, je dirais, un petit peu plus raffinée en mettant de l'onglet, etc., rien ne vous empêche évidemment de le servir le dimanche parce que ça peut être un plat de fête, bien entendu, hein. Oui, 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 oui. Oui, alors les frites, bon, oui, pourquoi pas. J'aurais d'autres tendances. Par exemple, alors une simple purée de pommes de terre, par exemple, Oui, 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 de oui, très oui, bonnes oui. pommes de terre, ou une purée de céleri rave, de céleri boule plutôt, Oui, ou alors hein. une purée réalisée à la fois avec du céleri boule et une purée Pierre le Grand, donc, hein, Oui, à la fois du céleri et de la pomme de terre en même temps. absolument, absolument. Ça peut être très bien aussi. Oui, oui, ça, j'aimerais bien, Alors, pour effectivement. les enfants qui n'aiment pas manger, on peut faire le volcan avec tout ça, hein, Ah, absolument. hein. Donc ça, On met la sauce au milieu du cratère et puis eh on ben les laisse, oui, eh ben on oui, eh les ben laisse oui. chipoter, quoi. Ah oui, oui, Ah absolument. oui. Bon, c'est vrai que les frites, les gamins, ils aiment bien, hein, il n'y a pas de Ah, les souci, frites, hein. ça c'est clair. Mais Ouais, une oui. véritable bonne frite, c'est quand même extraordinaire, hein. Quand c'est une frite qui est bien faite, Bon, et écoute, j'espère qu'on aura on le prend tous l'occasion de les manger jours. ce que tu appelles de très bonnes frites, parce que je sais Mais pas ce que. je vais vous dire que oui. J'ai été moi-même surpris, et je crois que j'en avais déjà parlé. Oui, tu en as déjà parlé, Les oui. meilleures frites existent, Oui. encore meilleures que celles que je connaissais. Et Hmm. elles sont réalisées donc dans des friteries sur Anvers, sur Gand, sur Bruxelles, Ah oui, par un cuisinier hollandais, néerlandais en tout cas, hein, mais qui vient de Flandre zélandaise. Donc, c'est la partie des Pays-Bas qui est accolée à la Belgique et il a fait ses études en Belgique et ce sont, comme disent les Hollandais eux-mêmes, des Belges de réserve parce que jusqu'il y a quelques années, ils n'étaient reliés aux Pays-Bas que par bateau. ah Donc, pour oui, aller dans leur propre pays, ils devaient prendre un bateau. Ils étaient vraiment accolés à la Belgique. C'était, je dirais, une partie, un lambeau des Pays-Bas qui était vraiment accolé à la Belgique et séparé du reste du pays par un bras de mer de 10 kilomètres. Donc, ils étaient tournés économiquement vers la Belgique et avant même l'euro, dans toutes les caisses des magasins, des localités en question, il y avait le franc belge qui avait cours, il y avait double caisse, quoi, hein. ouais, Bref, donc ouais, ce garçon-là, il a eu un restaurant étoilé et ouais. alors il a ouvert la meilleure friterie qui soit. Euh, Ce sont des frites extraordinaires. Il prend comme variété de pommes de terre, je pense que c'est la grilla. C'est Je une pomme connais de pas. terre à chair jaune Ouais, qui a un résultat extraordinaire au niveau de la cuisson. Elle a une croustillance, elle a un côté moelleux au milieu. Alors bon, évidemment, il sert des sauces un peu spéciales, hein. Il sert des oui. mayonnaises Ah oui, béarnaises, il sert des mayonnaises à la truffe, des choses comme ça. ah oui, Bon, ah oui. enfin, c'est extraordinaire. Bon, ça, on essaiera d'y aller. Oui, oui. Et alors, tu m'as dit la pomme de terre agria. Je crois que c'est de la grilla que Ah, d'accord. qu'il Et utilisait. il les cuit avec la graisse de bœuf ou? Alors, je pense, pour moi, il est cuit à la graisse de bœuf, effectivement. Ah oui, Je te oui, donnerai le nom, le site du restaurant, des oui, restaurants, j'irai voir, pour oui, que tu j'irai puisses aller voir. voir. Oui, Et oui, alors, j'ai une réponse à ta question. On a oui. discuté de la mandarine Napoléon, là, hein. Ah, Alors, j'ai regardé sur la bouteille, tout simplement, puis j'ai un petit peu été voir sur Internet. La mandarine Napoléon est bien distillée en Belgique. hmm, Alors, en fait, dans sa fabrication, il y a deux grandes phases. Il y a la distillation des mandarines proprement dites, qui viennent d'Andalousie.
Et il y a Mhm. d'autre part le mélange avec du cognac et du sirop de sucre. Ah oui. Alors, la distillation se fait en Belgique, en Wallonie, apparemment, hein, Mhm. dans une distillerie qui produit un autre alcool extrêmement populaire en Belgique qui s'appelle l'eau de Villers. Alors, l'eau de Villers, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool de citron. Ah, De citron avec des herbes et des épices et des plantes, entre autres du céleri d'ailleurs. Voilà. ah oui, ah Alors, oui. l'eau de Villers est une liqueur blanche, hein, Ouais, ouais. relativement peu sucrée, mais qui est vraiment extrêmement populaire en Belgique. Alors, ça, on essaiera peut-être d'aller visiter. C'est une grande ferme en pierre du pays dans lesquelles sont installés les alambics, etc. Et d'après ce Mhm. que je sais, c'est là-bas qu'on distille les mandarines pour réaliser l'alcoolade mandarine qui sera ensuite expédié aux Pays-Bas. Et je pense que c'est au siège même aux Pays-Bas que ce distillat est mélangé avec du cognac, le sucre est mis en bouteille. Par contre, la distillation serait, aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est indiqué sur la bouteille, est toujours faite en Belgique, voilà. Mhm. 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 Parce que la D'accord, mandarine d'accord. Napoléon reste une liqueur belge, malheureusement pour l'appellation, mais c'est une liqueur belge. Je trouve un peu logique qu'elle soit toujours distillée en Belgique, même si elle n'est plus entièrement, je dirais, réalisée en Belgique. Voilà. Oui, 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 oui. Alors, oui, pour changer un petit peu, une de nos amies l'autre jour, qui est native du sud de la France, nous a fait une bourride. Alors, le nom me dit quelque chose, mais je suis incapable. Alors, là aussi, c'est un Il n'y a plat pas qui des est... moules là-dedans, non. Non, du tout, Non, il du n'y a tout. pas de Non, moule, non, non, hein. Voilà. c'est pas je sais plus comment on appelle ça Oui, avec les moules. Non, non. non, non. Là, c'est pareil, c'est un plat de pêcheur, en fait. C'était Oui, vraiment, c'est fait avec de la saumonette, ah, voilà. qui est un Je petit, savais que c'était du côté de la mer, ce plat-là, voilà, mais qui bon, est un petit requin. oui, Donc, on enlève la peau avec la saumonette et avec des pommes de terre et avec donc une sauce faite avec les parures des poissons. c'est ça. On s'est vraiment régalé. On s'est régalé. Qu'est-ce que c'est bon. Ben, on peut manger des choses simples qui sont parfois extraordinaires. Oh là 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 là. Pareil, elle me dit, mais c'est très simple, nous, on mangeait ça pas tous les jours, mais en semaine, quand mon père a ramené de la saumonette et tout, avec des pommes de terre. Mais Non, c'est non. comme il y a un plat qui était vraiment un plat, je ne vais pas dire un plat de pauvre, hein, loin de là, mais qu'on appelle l'escavèche chez nous. Ah Alors, oui, l'escavèche, c'est ce fameux plat à base de poisson qui est réalisé dans une région vraiment très, très particulière du pays, qu'on appelle la Botte du Hainaut. Donc, en gros, c'est le nord de la Thiérache, pour faire un peu simple, hein. oui, oui. Donc, c'est vraiment pas loin de la France. Et cette escavèche, elle daterait de l'époque des Espagnols. Ah Parce oui, qu'il y a une recette qui ressemble. Bon, la Belgique a été, quand on dit qu'elle a été espagnole, bon, disons qu'elle relevait à un moment donné de la couronne d'Espagne, hein, parce que oui. Charles Quint a eu la mauvaise idée d'épouser euh, une princesse portugaise, d'avoir un fils qui s'est appelé Philippe II, hein, qui a été élevé par sa maman en Espagne, au lieu qu'il soit élevé en Belgique comme tout le monde, quoi, hein. Donc, quand Philippe II a reçu la couronne, disons, du pays de son papa au moment de l'abdication, ben, il est retourné tout simplement en Espagne et il a envoyé un gouverneur, je dirais, gérer la Belgique. Donc, voilà. Donc, quand on dit que la Belgique était espagnole, c'est un petit peu biaisé, mais enfin, Oui, on relevait de la couronne d'Espagne à un moment oui, donné, mais ça a laissé des par traces. naissance. Ça a laissé des traces parce que, bon, il y avait forcément des garnisons espagnoles qui sont quand même venues dans le pays. Les gouverneurs étaient accompagnés d'une cour espagnole. Oui, Et alors, on pense que l'escavèche date de cette époque-là, parce oui, qu'on retrouve une préparation similaire. Alors, le mot lui-même a une consonance espagnole, en fait, hein. oui, oui, oui. Euh, Escabecha, ça veut dire qu'on a coupé la tête, hein. Donc, c'est du Oui, poisson duquel on a coupé la tête. Alors, il y a deux escavèches. Il y a l'escavèche blanche et l'escavèche brune. Euh, d'accord. Dans les magasins, dans tous les magasins de village, on vendait de l'escavèche. C'était un plat qui se consomme froid, hein. Donc, c'est Oui. un plat qui était gélifié comme ça, Mhm, qu'on consommait froid avec des frites. C'était le plat. Souvent, c'était le plat du vendredi, hein, parce qu'on a conservé mhm, pendant très très longtemps l'habitude de manger du poisson le vendredi. Et alors, je mhm. dirais peut-être une fois par mois, on achetait de l'escavèche, on mangeait ça. Et alors, j'ai découvert, enfin, quand je dis j'ai découvert, il y a de très nombreuses années, hein, l'escavèche blanche, parce qu'on est habitué de manger l'escavèche brune, qui est d'ailleurs maintenant plus difficile à trouver. Et l'escavèche blanche est peut-être la plus authentique. Elle est faite avec des oignons, elle est faite avec une sauce vinaigrée, une sauce aux oignons, liée à la farine. Et le poisson a été frit et alors est mis pendant des jours et des jours
Mhm. à macérer dans cette sauce qui se garde au frais. Et alors, Mhm. il se fait qu'un des élèves à qui j'ai donné cours en cours du soir, donc dans la promotion sociale, c'est-à-dire en horaire de cours décalé, un adulte, est un monsieur français. C'est un monsieur français qui est venu faire, je dirais, son nid en Belgique, hein, après avoir fait une carrière dans l'armée en France. Il est venu s'établir en Belgique et il a épousé une dame dont le papa était fabricant d'escavèches. Parce qu'il y Ah a des oui. fabricants d'escavèches carrément, hein. Mhm. Et il a pour moi la meilleure escavèche de Belgique, ce monsieur-là. D'ailleurs, il en vend toujours. Et elle s'appelle l'escavèche de la Madeleine, qui était le nom de sa belle-mère, apparemment, si j'ai bien compris l'histoire. Et alors, il vend ça dans des pots en grès avec une couche de paraffine au-dessus. Et Mhm. on en trouve maintenant dans certains magasins. Alors, il a gagné ce qu'on appelle le coq de cristal. Alors, le coq de cristal, qu'est-ce que c'est? C'est un trophée qu'on donne chaque année quand la foire a lieu, à la foire de Libramont. Alors, la foire de Libramont, elle a lieu au mois de juillet en Belgique, en plein air. C'est la plus grande foire agricole d'Europe. Euh, j'ai vu, il y avait une foire en France. Euh, C'est plus grand que la foire de Beaucroissant. alors, j'ai vu une foire agricole en France qui s'enorgueillissait d'avoir 100 000 visiteurs. Ouais. Et la foire de Libramont, il y en a plus de 200 000, quoi. Ah oui, d'accord, 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 Donc, ok. voilà. C'est Oui, oui, sur, je crois que c'est oui, oui. 70 hectares ou un truc pareil. Ah oui, 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 C'est oui. gigantesque, oui. Ah oui, Oui, en parce que effet. j'ai vu ça. J'ai été voir un petit peu ce qui se passait en France. Et Oui, alors, j'ai vu que on parlait de la plus grande foire d'Europe. Je dis, ben non, parce que moi, je connais le nombre de visiteurs qu'il y a dans l'une et dans l'autre. ouais, C'est les 200 000 et plus en Belgique. Donc, c'est la plus grande d'Europe. ouais, Et d'accord, alors, d'accord. il y a évidemment des concours gastronomiques, hein, de toutes sortes, Évidemment. dans Ouais, plusieurs domaines. Il y a le beurre de ferme, il y a les fromages, etc. Et là, il y a entre autres l'escarvèche. Et ouais. ce monsieur a gagné le coq de cristal. Alors, je dis le coq, pourquoi? Parce que le coq, c'est l'emblème de la Wallonie, hein. C'est Et donc, rigolo, ça. forcément, ben, c'est comme en France, hein, mais il est Mhm, différent du coq français, hein. Le mhm, coq wallon, il a une patte relevée. Enfin, bon, voilà. mhm. Euh, voilà, il est rouge sur fond or. Donc, le D'accord. coq de cristal, c'est le trophée qui est remporté par le meilleur produit dans sa catégorie une année donnée. Et c'est vrai que c'est pour moi une des meilleures escarvèches, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout en étant vinaigrée, elle est douce. Ouais. Or, le défaut de beaucoup d'escarvèches, c'est d'être vinaigrée et d'arracher quand on la mange. Oui, ah oui, oui, C'est oui. vraiment vinaigré, quoi. Voilà, c'est vinaigré. Et la leur, elle est vraiment vinaigrée tout en étant agréable à manger, tout en Ouais. étant douce. D'accord. Donc, c'est extraordinaire. Voilà. Formidable. J'espère qu'on pourra la goûter. Ah ben, j'espère aussi. Guy, merci beaucoup pour ces belles recettes. Que va-t-on parler la prochaine fois? Ah, j'ai peur de promettre quelque chose parce que j'avais envie de vous parler des fameux œufs Meulemeister. Ah, ah, explique un peu. Alors, mais les œufs Meulemeister sont en rapport avec une des pièces de théâtre dont je vous ai donné les Ah références. oui, 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 d'accord, Et c'est pour d'accord. ça qu'il faut, disons, idéalement Alors, je avoir vais les regarder, ces pièces de vu la théâtre. D'accord. pièce qui s'appelle Le mariage de Mademoiselle Beulemans. Absolument. D'accord, d'accord. Alors, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Donc, vous pourrez éventuellement donner les références de cette pièce-là à tous vos auditeurs. Absolument. Comme ça, ils pourront regarder la pièce. Alors, je précise quand même que la pièce dont vous avez les références a été enregistrée en 1969, ça ne nous rajeunit pas, et que la qualité, bon, la qualité, elle est comme elle est, quoi, hein. Bon, elle Absolument. est, Absolument. Non, mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces liens, les liens que tu m'as voilà. donnés l'autre jour, Guy, dans cet épisode-ci, pour dire aux gens, allez voir ces Oui, tout pièces en de théâtre. sachant que les œufs Meulemeister ne font référence qu'à une seule des deux pièces, hein. Je Oui, vous ai mis les deux parce qu'elles sont toutes les deux représentatives du théâtre bruxellois, ouais. mais la recette dont nous allons parler ne fait référence qu'à une des deux pièces, qui est donc le mariage de Mademoiselle Beulemans. D'accord. Bon, ben, je mettrai celle-là, je mettrai le lien après. D'accord. Formidable. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Guy. Eh bien, à bientôt. À bientôt, à bientôt.